Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, de retour avec des lives le dimanche. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me recevez 5 sur 5, que la connexion est génialissime. Donc, celles et ceux qui nous suivent actuellement ce dimanche pour ce nouveau format de live. Auparavant, on faisait des lives avec des webhackers et des webhackeuses un peu partout dans le monde. Cette fois-ci, on a fait le choix là de faire des débats. On fait beaucoup de débats dans la communauté, on parle beaucoup de l'actualité. L'idée, c'est de rendre un peu accessible au grand public ce qui se dit parfois, de temps à autre et qui est très, très intéressant. Donc, il va y avoir des gens, qui font partie de la communauté Webback ou pas, qui vont venir ici, qui vont prendre la parole et qui vont, partager avec, vous, partager avec les personnes qui vont regarder cette vidéo, leur point de vue sur ce qui s'est passé, notamment en Angleterre. Donc, très brièvement, avant de faire monter on stage les personnes qui vont pouvoir donner leur point de vue. Certains habitent en Angleterre, certains ont étudié en Angleterre, certains sont plutôt en France. Donc, vous allez avoir la chance d'avoir des points de vue qui sont diverses, des gens qui sont aussi retournés déjà en Afrique. Vous allez avoir un point de vue différent. Donc, juste avant que ça ne commence, je vais vous inviter, celles et ceux qui nous regardent et qui peuvent commenter, notamment sur YouTube, à nous dire si vous me recevez 5 sur 5. Si vous ne me recevez pas ou si vous ne commentez pas, on ne pourra jamais savoir si on peut démarrer. Si là, ça bug, s'il y a des problèmes, notamment de son, notamment de vidéo, on ne va pas pouvoir commencer dans les meilleures conditions. On n'aura pas un live d'une bonne qualité. Donc, je vous invite vraiment à mettre en commentaire le fait est que vous me recevez 5 sur 5. Je vais en profiter avant de démarrer ce live pour rappeler ce que c'est Webback to Africa. Webback to Africa pour but d'aider les Africains et les Afro-descendants qui le souhaitent au retour en Afrique. Si c'est une thématique qui t'intéresse, si c'est une thématique sur laquelle dont tu veux faire partie, si tu es quelqu'un dans la diaspora, si tu es déjà rentré en Afrique, n'hésite pas à cliquer sur le formulaire qui est dans la description afin de rejoindre cette communauté de plus de 800 personnes à travers le monde. Je me présente très brièvement. Moi, c'est Messan Frédéric. Donc, j'ai fait le choix, il y a de cela plus de 2 ans maintenant, de retourner en Afrique. Auparavant, je vivais au Togo, dans mon pays d'origine, dans le pays dans lequel je suis né. Et désormais, je vis dans un autre pays d'Afrique. Et je pense que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises de toute ma vie, que ce soit à divers endroits, notamment en termes d'épanouissement. Donc, je vais vraiment, 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 vraiment inviter celles et ceux qui sont intéressés par cette thématique à rejoindre cette belle et grande communauté. Donc, je reçois en tout cas de Back to the Otherland qui dit qu'elle nous reçoit 5 sur 5, que tout est OK avec le son et la vidéo. Les invités sont déjà là. Je vais les inviter d'ailleurs à mettre leur caméra parce que je vois qu'ils font les timides. Ils ne veulent pas mettre leur caméra, mais je pense que c'est toujours plus intéressant pour tout le monde d'avoir des gens en face à face. Vous pouvez mettre des pseudos si vous voulez, mais la caméra, c'est quand même plus intéressant, je pense. Donc, je vais faire monter les gens et puis on va démarrer ce débat sans plus attendre. Donc, je vais démarrer avec notre premier invité et qui est actuellement en Angleterre. Bonsoir, bonsoir, Christina, comment ça va? Bonsoir tout le monde, ça va et toi, Messam? Ça va nickel, merci beaucoup. Donc, toi, est-ce que tu pourrais te présenter très brièvement, s'il te plaît, pour celles et ceux qui nous écoutent ce soir? Ok, très brièvement. Je m'appelle Christina, j'ai 2 casquettes. D'un côté, je suis consultante en marketing, de l'autre, je suis la fondatrice de Merlin Travel Magic, une agence justement qui s'occupe des diasporas qui veulent voyager en Afrique, comment ça s'appelle? Au Brésil et aux Antilles. Donc nous, on vous aide et on vient d'avoir notre premier award, donc notre premier prix. On a été reconnu meilleure agence. On est une agence en ligne. Parce que, comment ça s'appelle? Donc moi, mon background, c'est que je suis voyageuse, je suis marketeuse, j'ai été expat dans 5 pays, parce que j'ai vécu en Guadeloupe, en France, en Angleterre, en Allemagne et aux Pays-Bas. Et j'ai voyagé plus de 46 pays, dont 9 pays africains. Depuis 2 ans, je vais fréquemment en Afrique de l'Est, donc je connais beaucoup mieux la région maintenant, en fait. Voilà. Génial, génial. Donc, voilà, toi, tu as cette expertise, on va dire, des diasporas africaines. Tu vis en Angleterre. Je crois que tu as étudié aussi en Angleterre, donc tu connais très bien ce pays. Hein, Ouais, bah, j'ai même la nationalité, donc maintenant, j'ai tout fait, en fait, ici. Ouais, j'ai tout fait. Donc, J'ai OK. passé Donc, toi, tu es vraiment
tu es aux premières loges de ce qui se passe. Tu as vu tout ce qui s'est passé, Voilà. tu vois un peu la situation depuis plusieurs mois, plusieurs années. Donc, tu auras vraiment cet ancrage local, si on Mmh. peut dire ça comme ça. Et c'est bien aussi, tu as ce Voilà. point de vue, on va dire, des deux rives. Donc, du point de vue des diasporas caribéennes et notamment africaines. Et puis, tu as aussi Voilà. cette connaissance de l'Afrique. Donc, merci en tout cas d'être avec nous ce soir. Et j'espère Si. que tu pourras nous apporter beaucoup d'éléments de réponse à ce qui se passe en Angleterre. D'accord, ça Génial. marche. Donc, je vais faire monter notre deuxième invité. J'ai nommé, je pense que vous le connaissez déjà, il a participé à de nombreux débats sur Clubhouse. Pour celles et ceux qui nous suivaient à l'époque sur Clubhouse, il faut savoir que Webback to Africa existe maintenant depuis plus de 4 ans, si je ne me trompe pas. Auparavant, nous faisions des débats sur Clubhouse. On n'était pas forcément sur YouTube. Donc, je vais faire monter Monsieur Senna. Monsieur Senna, bonsoir. Bonsoir Messan, bonsoir Christina, bonsoir à tous les webbackers. Bonsoir. Donc, merci beaucoup à toi, Senna, d'être parmi nous. C'est vrai que moi, je te connais depuis un petit moment maintenant. Mais pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, qui ne t'ont pas rencontré, qui n'ont pas forcément écouté la vidéo que tu as faite justement sur notre plateforme Webback to Africa par rapport à ton propre tour en Afrique, est-ce que tu pourrais te présenter très brièvement, s'il te plaît? Ok, donc moi c'est Senna, je suis togolais d'origine. Je travaille dans le domaine de la finance et je vis depuis un peu plus de 1 an et demi au Burkina Faso. D'accord. Merci beaucoup pour cette description sommaire. Est-ce que tu as déjà été en Angleterre? Est-ce que tu as expérimenté certaines choses en Angleterre? Ce serait un bon début. Oui, alors j'ai eu la chance de visiter le Royaume-Uni. Pour ceux qui connaissent, c'est la ville de Plymouth dans l'ouest, sud-ouest, en fait, juste au nord de la Bretagne. Donc j'ai eu à résider plusieurs fois, disons, je pense au moins 4-5 fois lors de vacances. C'est une ville qui, si je ne dis pas de bêtises, a une population d'un peu plus de 200 000 habitants. Et historiquement, c'est une ville, on va dire, assez conservatrice, avec peu d'étrangers. Donc, c'est intéressant. Bon, moi, j'ai vécu du coup avec ma famille là-bas, en tant que du coup, personne d'origine togolaise vivant dans cette ville. J'ai vu des évolutions au cours des différentes années avec beaucoup plus d'étrangers, du coup, en tout cas de personnes immigrées qui se sont installées dans cette ville. Et je peux dire qu'il y a eu un avant et un après Brexit. Ok, donc effectivement, la question du Brexit que beaucoup de médias, pour avoir un peu suivi ce qui se passait dans les médias, que beaucoup de personnes éludent entre ce qui se passe maintenant et le fait est que l'Angleterre soit sortie de l'Union européenne. L'Union européenne qui auparavant était à 28, maintenant à 27, si je ne me trompe pas. Je vais faire monter notre dernier invité qui est actuellement, on va dire, dans le background. Et je vais l'inviter à se présenter et après, on va démarrer ce débat sans plus attendre. Monsieur Pascal Akoussa, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, afin que nous puissions démarrer ce débat dans les meilleures conditions? Bonsoir, Président. Bonsoir, Monsieur, comment on peut dire, le fondateur, Messan. Merci pour l'invitation. Moi, c'est Akoussa Pascal. Voici, je suis juriste de formation en France depuis, ça fait plus de 7 ans. Qu'est-ce que je veux dire? Je m'intéresse beaucoup au développement de l'Afrique. Et Webback to Africa, ça veut dire que je suis aussi sur le chemin de Webback to Africa. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pascal. J'invite vraiment celles et ceux qui nous écoutent sur ce live à commenter. À commenter, c'est interactif, c'est un débat interactif. Donc, si jamais il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, les choses sur lesquelles vous voulez rebondir, apporter des précisions, n'hésitez pas. Je vais aussi partager le live à celles et ceux qui veulent monter, qui veulent prendre la parole et qui veulent aussi donner leur point de vue sur cette thématique. Le débat n'est pas fermé, ce n'est pas seulement réservé aux membres de la communauté Webback to Africa. Donc, vous êtes les bienvenus. Donc, on va commencer sans plus attendre avec Christina. Christina, selon toi, alors, ces émeutes en Angleterre, est-ce c'était prévisible ou ça n'était pas? Oui, c'était prévisible. En fait, il y a comment on peut dire ça? Des événements avant-coureurs. En fait, depuis le Brexit, il y a beaucoup de choses qui ont changé.
Notamment, je crois que du côté français et européen, il y a des milliers qui sont partis de Londres, par exemple, parce que ça n'avantageait beaucoup plus de personnes. Et puis, il y a beaucoup de licenciements aussi, que ce soit en finance, en marketing, en créative. Et pendant le Brexit, beaucoup d'Européens étaient partis parce que tous leurs jobs étaient fermés. Tout ce qui était retail, tu sais, parce qu'ici, il y a beaucoup de cafés, etc. En général, dans la restauration rapide, c'était l'Europe du Sud, l'Europe East European, donc tout ce qui est Polish, etc., roumain, ils bossaient dans la construction. Comme tous les chantiers fermés, les aéroports étaient fermés, il y a beaucoup de personnes qui sont parties. Donc, en 2021, par exemple, les loyers étaient tombés à cause de ça, puisqu'il y avait beaucoup de comment ça s'appelle, de logements vides. Il y a eu beaucoup de pénuries aussi, parce que des fois, tous les 2-3 mois, il nous manquait des denrées alimentaires, puisqu'il n'y avait plus de routiers non plus pour amener, parce que tout est importé en fait. Donc il y a eu pas mal de conséquences. Une des, comment on dit, des petites étincelles où on voyait le racisme, etc., c'était que le choc déjà en se disant tiens, mais j'ai quand même investi beaucoup de ma vie ici. Tout d'un coup, j'ai pris personnellement, je me suis dit, mais c'est comme si tout le pays nous a rejetés, en fait. Et c'est pour ça que j'avais décidé de faire ma nationalité, puisque j'avais beaucoup d'amis qui l'avaient déjà fait. Et je me suis dit, non, j'ai trop investi ici, il faut que je me protège. Parce que toutes les lois de l'immigration ont changé. Il y a aussi des lois racistes qui sont passées sous les Tories. Donc, je peux vous en dire certaines. Par exemple, on refusait tout étranger, entre guillemets, qui avait vécu ici, passé toute sa vie, et ça visait exprès, en fait, les pays du Commonwealth, enfin, les Noirs, entre guillemets, genre Jamaïque, Ghana, Nigeria, enfin, il y avait toute une liste de pays. Si tu veux partir à la retraite et tu sors du territoire, tu ne recevras plus ta retraite parce que tu es sorti du territoire. Donc, déjà, c'est horrible. Ça veut dire qu'en fait, on t'empêche de... Tu dois rester dans le système à vie, en fait. Il y avait une autre loi où arbitrairement, si tu es fils ou fille d'immigrés, en fait, puisqu'on dit second generation migrant, donc seconde génération d'immigrants, on peut te retirer la nationalité britannique sans te prévenir et sans motif. Donc ça veut dire ce que ça veut dire aussi, ça veut dire voilà, va-t'en, tu vois. Il y avait 3 ou 4 lois comme ça, et je crois que la dernière, c'est au moment où on a voté, on en avait marre en fait, c'était ils voulaient interdire plus ou moins, pénaliser les entreprises qui embauchent des étrangers et des immigrés en leur faisant payer 36 000 pounds. Donc c'est n'importe quoi en fait. Donc ça, je crois que ça a été la goutte d'eau qui a dépassé le vase, et c'est pour ça qu'on a viré ce gouvernement en fait. Parce que on avait aussi, tu sais, le fait qu'ils ont dépensé pratiquement 300 millions de livres pour le programme rwandais et se débarrasser de tout immigré illégal et l'envoyer en prison au Rwanda. En fait, ce qui s'est passé, quand ils sont partis, le nouveau Premier ministre a essayé de parler avec le Rwanda pour récupérer l'argent, il leur a dit non, voilà. Et en fait, ils ont envoyé que 4 personnes, en fait. Donc, c'est du gâchis de l'argent public, en fait. Il y avait... Oh, attends, ça marche plus. Je sais pas si on me voit toujours, en fait. Je vois que Non, on te voit toujours. On te voit toujours et on t'entend toujours, ne mince. t'inquiète pas. On te voit toujours et on t'entend toujours, Ok. Christina. Donc, en fait, il y avait ces 4 lois majeures. Ah d'accord, ok. Donc ces 4 lois majeures étaient extrêmement racistes et elles visaient que tu sois immigrant, que tu sois né ici, que tu aies travaillé ici, que tu sois légitime. En fait, elles visaient tout le monde. Donc, tous les immigrés, sachant que comme aux États-Unis, l'Angleterre a une grosse population d'immigrés, d'expatriés, etc., etc. Donc, c'est des lois discriminatoires, et ces lois, maintenant, avec le recul, je me rends compte que ça exacerbait la base fasciste raciste que l'on voit défiler maintenant, en fait. Elles étaient contentes, parce qu'en fait, je crois que c'est le problème de, comment on peut dire ça, de tout l'Occident. Il y a un réveil des deux côtés. Il y a un réveil des diasporas qui se disent peut-être qu'il faudrait que j'aille passer ma vie ailleurs au lieu de, comment ça s'appelle, passer mon temps à travailler et puis ne pas voir ma vie défiler, en fait. Et de l'autre côté, tu as le réveil des populations, on va dire, caucasiennes, qui se rendent compte qu'elles sont vieillissantes, qu'il n'y a pas de renouvellement, que leurs économies sont en perdition, puisqu'il n'y a pas de croissance, il n'y a que de l'inflation, tout augmente. Les économies sont sclérosées, et du coup, c'est la faute à qui? C'est la faute à l'immigré, puisque c'est ce que leurs politiciens leur sermentent depuis 5 à 10 ans. Donc, c'est bien beau, on est, entre guillemets, j'ai oublié comment on dit ça. Voilà, on est les porte-à-faux. Les boucs émissaires, c'est ce que tu veux dire, c'est ça? On est les boucs émissaires.
Et là, tu vois, il a suffi d'un événement. En plus, il y a eu beaucoup de mésinformations parce qu'au début, on nous a dit: «Ah, c'est un petit Somalien, donc il est musulman» et en fait, le gars, c'est un Rwandais, ça se trouve, il n'est même pas musulman. Enfin bref et du coup, c'est arrivé en fait, tout a éclaté d'un coup. Il y a eu le meurtre est horrible, effectivement, puisqu'il a tué 3 petites filles blanches. Enfin, tout le monde se pose la question: «Pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Da. Comment ça se fait qu'il était là?» Enfin, on ne sait pas. Et à la suite de ça, depuis la semaine dernière, en fait, c'était vendredi, samedi, dimanche, il y a eu 3 journées de riot, enfin d'émeutes. On le savait sur les réseaux sociaux parce qu'on les échange sur les réseaux WhatsApp Black, n'allez pas là, n'allez pas là, n'allez pas là. Mais en fait, ça a dégénéré. Ça a dégénéré parce que c'était censé être des manifestations, soi-disant. Et puis en fait, ils ont commencé à frapper, casser du noir et du pakistanais, brûler des voitures, brûler des maisons. Et ensuite, ils ont été visés tous les hôtels qui sont hébergés les réfugiés ou les immigrants. Donc c'est clairement raciste et ignoble puisqu'ils ont cassé des business, enfin brûlé des voitures, brûlé des logements. Et en Attends, fait, dis-moi, ils ont brûlé des logements, il y avait des gens à l'intérieur, donc des gens sont décédés ou c'est plus alors, nuancé? c'est plus nuancé. Ils ont réussi à évacuer les hôtels où les immigrés étaient hébergés. En fait, ici, on voit tout, mais bon, moi, j'aime plus regarder les news parce que c'est anxiogène, on peut dire ça comme ça, depuis le Covid. Donc, je vois tout sur les réseaux sociaux. Dimanche dernier, tu avais que ça toute la journée, en fait. Donc, à un moment donné, je me suis déconnectée. Sur Instagram, tu voyais que des clips où soit ils allaient, par exemple, toi, tu es dans ta voiture, ils voient un noir dans une voiture, ben, ils vont voir la voiture et puis ils vont commencer à la casser. C'était un truc, et c'était dans au moins 25 ou 30 villes. Enfin, c'était dans tout le pays, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est très disturbing, enfin, à voir. Et puis, là où ça ne passe plus, c'est que mercredi dernier, ils voulaient descendre sur Londres et ils avaient annoncé tous les quartiers où ils allaient venir, dont par exemple Croydon et Walthamstow, qui sont des gros bastons noirs en fait. Et ce qui est bien, c'est que la communauté a créé des vigilantes un peu, et du coup ils font des cordons, et on les attend aux stations de métro, on les attend partout en fait. Et du coup ils sont pas venus, puisqu'ils ont vu, ah ben ça va pas être aussi facile que ça en fait. Et je me dis, et du coup il y a tous les quartiers aussi qui sont sortis dans la rue toute la journée en fait. Et du coup, alors qu'avant, tu voyais pas les gens se mobiliser autant, en fait. C'est que là, il y a un ras-le-bol des 2 côtés pour dire, ben, ici, vous pouvez enfin, on vit ici, on paye des impôts, enfin, on est legit. Enfin, même enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est que d'où vous allez venir et puis, casser du noir, de l'arabe, du pakistanais. Enfin, voilà, c'est irréaliste et c'est surréaliste, en fait. On avait l'impression d'être aux États-Unis et ça continue, en fait, ça continue, mais ils n'arrivent pas à passer ici, en fait. Ils n'arrivent pas à venir jusqu'à Londres puisque Londres, c'est 80 d'étrangers, donc tu peux pas rentrer comme ça et puis, casser les gens comme tu veux ou brûler leur maison. Donc et entre-temps, le gouvernement a fait beaucoup d'arrestations, je crois qu'il en a fait 500, mais ça suffit pas, en fait. Nous, on dit tous pourquoi ils n'envoient pas l'armée pour les régler. Donc on a l'impression qu'il y a un petit peu une complicité, enfin, je sais pas comment t'expliquer. Donc voilà. Il y a une certaine passivité, selon toi, justement des Et autorités. Une complaisance, est-ce que c'est le terme que tu voilà, voudrais utiliser, complaisance? il y a une complaisance et de l'autre côté, si tu vas sur Twitter, tu vois que tes soi-disant membres du parlement, ben, au lieu de dire quelque chose ou d'aller faire du lobby, c'est leur job. Va lobby le gouvernement et puis dis-lui: «Vas-y, interviens». Bah, qu'est-ce qu'ils te mettent sur leur tweet? «Oui, ça a été confirmé que, voilà, ces personnes viendront dans mon quartier». Non mais super quoi, tu vois? Tu es là, tu dis: «Ouais, génial». Donc c'est ça en fait que tu vois. Tu vas sur Twitter et tu vois tous les membres du parlement qui acquiescent: «Oui, ça a été confirmé, ils vont venir tel jour à telle heure». Non mais non quoi, oh! Tu vois? Donc Donc, c'est et voilà, c'est la situation. OK. Mais merci Christina. Déjà, tu poses vraiment les bases de ce qui se passe en Angleterre. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que Pascal, qui est en France, Sénat, qui est au Burkina, et puis justement Éric Joël, qui vient d'arriver aussi parmi nous, et qui, si je ne me trompe pas, est à Luxembourg, au Luxembourg, et va pouvoir aussi un peu témoigner. Donc, on a une vision un peu globale. Il y a Jay qui nous posait en commentaire, est-ce que vous êtes tous en Angleterre? Non, on n'est pas tous en Angleterre. On est dans différentes parties du globe, différents pays. Justement, ça nous permet d'avoir aussi un avis qui est décloisonné. Donc, je vais inviter d'abord Éric Joël à se présenter et ensuite, je redonnerai la parole à Sénat pour qu'il puisse évoquer son point de vue
lui qui a été plusieurs fois en Angleterre et qui pense qu'il y a eu effectivement une vraie bascule depuis le Brexit. Oui. Bonsoir tout le monde, bonsoir Mensa, merci de m'avoir invité. J'espère aussi que vous m'entendez bien. Je m'appelle Éric Joël Ditoutou, donc je suis basé effectivement au Grand-Duché de Luxembourg. Je travaille dans la finance pour une banque locale, plus précisément dans l'industrie des fonds d'investissement pour différents clients qui sont pas des particuliers, mais des sociétés uniquement. Et en parallèle, bien entendu, je suis entrepreneur et j'investis dans l'immobilier en République du Kenya et plus précisément dans sa capitale, Nairobi. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Je suis né à Kinshasa. Voilà, parce que souvent, on essaye parfois de faire le lien avec le Kenya, qui n'est absolument pas mon pays, ni de naissance, ni de quoi que ce soit d'ailleurs, bien que les Kenyans locaux m'aient baptisé par un nom kenyan qui n'est autre que Kamau. Donc voilà, ma présentation en bref. Kamau qui signifie? Alors, Kamau n'a aucune signification. Par contre, ils ont choisi une tribu très spécifique qui est la tribu des Kikuyu. Et je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit, tiens, tu sais, les hommes Kikuyu ont une particularité. Ils aiment beaucoup les affaires, ils aiment entreprendre. Ils aiment chercher simplement l'argent, contrairement peut-être à d'autres tribus. Voilà. Ils m'ont dit, voilà, comme tu viens souvent ici pour chercher de l'argent, on va te baptiser par un nom de cette tribu-là. Ok. Merci beaucoup, Éric Joël, pour Merci beaucoup, oui. ce petit tableau. Je vais redonner la parole à Séna. Séna, tu expliquais justement au début de ce live que selon toi, il y a eu une vraie bascule, il y a eu un moment entre le Brexit et après le Brexit. Donc selon toi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le Brexit a fait pour que la situation change tellement en Angleterre? Ok. Bah, comme l'a dit Christina, en fait, pour moi, le Brexit a... Attends, je crois qu'il y a un petit problème de micro. Je sais pas, c'est comme s'il y avait du vent. Il pleut, du coup, il y a du bruit, je sais pas si on m'entend bien. Est-ce que tu as des écouteurs éventuellement? Ouais, je suis en train de les charger. Ok. Je vais donner la parole à Pascal. Peut-être la parole à Pascal en attendant que le... Ouais, ça. Oui. D'accord, je vais donner la parole à Pascal. Pascal, toi qui es en France, maintenant ça fait un petit moment que tu es en France, est-ce que les événements qui se sont passés à Londres te parlent? Est-ce que tu as l'impression que c'est très similaire à ce qui se passe en France ou bien on est peut-être totalement dans des univers différents? Et ce qui s'est passé en Angleterre et ce qui est en train de se passer en Angleterre ne peut jamais arriver en France selon toi? Alors, merci beaucoup pour cette question. Je vais me contenter de respecter la question et donc de répondre selon que tu as posé la question. Merci d'ailleurs à Christina B, qui réside actuellement en Angleterre, qui a posé le cadre, qui a expliqué un peu ce qui se passe en Angleterre actuellement. Et je pense que c'est intéressant de savoir précisément cela avant d'entrer dans ce débat-là. Moi, je souhaite beaucoup de courage à Christina et à tous ceux qui habitent en Angleterre actuellement. Je vous prie d'être prudent et d'être, comment on peut dire ça, vigilant, parce que votre vie est plus importante que toute chose. Et s'il le faut, venez chez moi en France, on va gérer. Alors, moi, je réside en France actuellement, bien sûr, et que en France, ce n'est pas non plus froid. Cela veut dire que c'est aussi chaud. Voilà. Est-ce que ça peut arriver aussi en France, cette situation ou pas? C'est déjà là. C'est déjà là. On fait avec. Et c'est pour ça que nous devons prendre conscience de cela, que c'est une situation qui ne va pas s'arrêter d'un jour à l'autre, mais qui va continuer parce que c'est le moment. Et au même moment, moi je dis, c'est un moment positif pour les descendants africains. Il y a plein de choses dont on va parler tout à l'heure, racisme, ceci, cela, extrême droite et autres. Moi, je pense que ce sont des signaux qui doivent parler aux Africains, qui doivent nous montrer que à un moment donné, on ne va pas continuer par montrer notre patrie ou bien nos pays avec la main gauche, mais il va falloir réfléchir pour voir ce qu'il faut faire concrètement. Donc, en France, aujourd'hui, la situation est telle que, d'une manière ou d'une autre, il y a l'extrême droite qui monte vraiment en puissance, que ce soit dans les sondages, dans les votes. Et dans les faits, ça se matérialise surtout dans les préfectures.
où les Africains sont beaucoup refoulés, où voilà, il y a beaucoup de restrictions, de blocages. Je sais de quoi je parle, puisque moi-même, je vais à la préfecture régulièrement pour le titre de séjour. Et aussi dans les entreprises, il y a certains employeurs carrément qui ne veulent pas voir les têtes. Voilà. Donc, ce sont des faits qui sont là Mais et que nous dis-moi, Pascal, devons la situation dont tu parles, tu as l'impression que ça s'est dégradé ces dernières années, c'est-à-dire qu'entre le moment où toi tu es arrivé en France et clairement, aujourd'hui, il y a oui, totalement une clairement, différence. oui, clairement. Bon, Donne-nous un exemple. il y a Un certaines exemple. villes il y a Mhm. certaines villes où on peut dire ce sont des, comment on peut les dire, des socialistes. Je ne veux pas étiqueter les maires ou bien les préfets, mais les personnalités aussi, ça compte. Mais moi, par exemple, je peux vous donner un exemple de la question de titre de séjour. Je viens de l'évoquer. Entre-temps, c'était quand tu remplis les conditions, tu envoies les dossiers, eh bien, tu as au moins un rendez-vous, tu as un récépissé, on instruit ton dossier. Aujourd'hui, avec la loi immigration qui était votée tout dernièrement pour faire plaire à l'extrême droite, eh bien, les rendez-vous, même à la préfecture, c'est compliqué. Je sais de quoi je parle. Et euh, cela, cela fait que les gens perdent leur travail parce qu'ils n'ont pas de rendez-vous de récépissé à la préfecture. Donc, vous perdez votre travail comme ça. Vous avez un CDI, mais une fois que vous n'avez pas ce petit joujou, eh bien, vous ne pouvez pas continuer à travailler. Les gens ne peuvent pas aller se soigner parce qu'ils n'ont pas ça. Et le problème, c'est on fait tout, en fait, pour dire à l'étranger, en tout cas, au noir, que vous n'êtes pas les bienvenus. Et quand vous diminuez le nombre de personnes dans les préfectures, quand il y avait 5 personnes qui accueillaient les gens, qui instruisaient les dossiers, quand aujourd'hui, au lieu de 5, vous avez une personne qui ne peut pas prendre tous les coups de fil, bah, clairement, c'est une situation intenable. Et c'est une humiliation à grande échelle. Voilà. Je vais m'arrêter là pour dire que c'est une situation qui est déjà présente, mais moi, je suis sûr qu'en Angleterre, c'est un peuple qui n'est pas très hypocrite, je ne vais pas dire le contraire, mais ça se matérialise. Et en France, on a aussi ce qu'on a. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Merci d'être resté sur la question, d'être resté succinct. Merci d'avoir donné ton point de vue. Je vois que dans les commentaires, il y a Jay qui dit non, en France, pas encore, tu racontes des bêtises. Ou bien il y a Mallory qui dit désolé, mais je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que les conditions de séjour sont plus strictes en France que la situation des Noirs en général s'est dégradée. Pascal est venu ici, il a donné son point de vue, il est monté on stage. Je vous ai partagé le lien StreamYard pour celles et ceux qui veulent aussi partager leur point de vue, monter, argumenter. Vous êtes les bienvenus ici, on reçoit tous les points de vue. Les expériences de vie sont différentes et je vais en profiter pour enchaîner sur Sénat. Sénat, est-ce que tu as pu régler ton problème de son? Est-ce que tes écouteurs sont chargés? Ou bien je fais passer d'abord Eric Joël? Oui, C'est est-ce qu'on bon? m'entend? C'est déjà mieux que tout à l'heure. Ok, ça Sénat, marche. Sénat, Oui, merci à toi d'être là. Donc toi, tu as été à plusieurs reprises en Angleterre. c'est ça. Alors selon toi, effectivement, le climat s'est dégradé pour les personnes immigrées, les personnes étrangères. Pourquoi, selon toi? Alors, je vais donner un exemple assez concret, l'exemple d'une galerie marchande où, on va dire, dans les années 2015-2016, elles étaient très fréquentées avec des centaines de boutiques. Euh, En 2022, il y a la moitié qui ont fermé. Donc, je passe devant les échoppes, les enseignes, les différents magasins, beaucoup ont fermé. En plus de ça, donc, comme ça a été dit par Christina, il y a eu l'inflation. Au niveau du coût de l'énergie aussi, il y a eu des factures ont doublé et triplé. Il me semble que contrairement à la France, il n'y a pas de minima, en tout cas de plafond en termes de coût de l'énergie. Donc, d'un point de vue économique, ça a été et c'est encore déjà très difficile. Et je pense que lorsque les conditions économiques se durcissent, en tout cas quand c'est beaucoup plus difficile de façon économique pour les gens, les vrais visages se montrent. Voilà. Donc certaines choses que les gens pouvaient accepter, tolérer, ou en tout cas faire fi, lorsque leur porte-monnaie est touché,
il faut trouver des coupables, il faut essayer de couper les frais là où il y en a. Et donc, je pense que les immigrés sont une cible facile pour ces gens-là, et notamment les partis populistes qui, avec le pouvoir des médias et des discours bien travaillés, en fait, arrivent comment dire, à faire changer d'avis, en tout cas à orienter l'opinion publique vers leur cause. Voilà. Bon, Donc, tu me diras que c'est le tu jeu de penses la politique, Mhm. mais ça fait partie de la politique pour moi. C'est ça, mais en tout cas, c'est de la pour moi, c'est une stratégie qu'ils ont mis en manipulation. place. C'est ça. Oui, oui, Christina, qu'est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Christina? Si, je disais qu'il y a eu de la manipulation, en fait, dans tous les États de l'Occident, parce que comme je rentre en France assez souvent, j'ai vu que ça a changé du côté français aussi. C'est qu'en fait, à un moment donné, enfin, bien avant le Brexit, tous les gouvernements sont passés à droite. Et tu n'as pas vu que ce soit aux États-Unis, en France, en Angleterre, on n'avait que des gouvernements de droite, et leur argument pour passer, pour alimenter, entre guillemets, les fascistes racistes, puisqu'ils savent que la base d'extrême droite grandit de plus en plus, puisque c'est une base populiste et à faible économie, enfin, comment dire, à faible revenu. Donc l'inflation et la crise économique les a exacerbé leur frustration. Donc c'est facile de, entre guillemets, se les approprier en leur tenant un discours et en passant des lois en leur faveur pour leur faire comprendre que oui, on vous écoute, on vous aime bien. Mais en fait, ça a été prouvé qu'en tout cas de notre côté, les Tories, en sortant, ils ont doublé leur fortune. Rishi Sunak, il est devenu billionnaire, enfin milliardaire. Donc voilà, le vrai effet, c'est que les politiciens font des deals entre eux, s'enrichissent, les masses se font manipuler. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, il y a en fait effectivement une grosse part des médias qui va rentrer un peu dans cette stigmatisation et dans ces affrontements urbains. Je vois qu'il y a Théorel qui dit ceci, qui dit: «Je comprends votre point de vue et ce que vous subissez», en parlant de ce qu'expliquait Pascal. «Mais franchement, ce n'est rien comparé au meurtre. Je préfère 100 fois ce que vous vivez que mourir comme ces jeunes filles en Angleterre». Donc peut-être pour recontextualiser le tout, comme l'a expliqué Christina, on est en Angleterre dans une situation où un jeune d'origine rwandaise, si je ne me trompe pas, est présumé coupable ou est coupable, en tout cas, je ne sais pas quel terme il faut utiliser, mais est coupable de meurtre de 3 jeunes filles. Et ensuite, cela est un peu mis comme exemple pour dire, voilà, l'immigration, ça ne marche pas. Les gens qui viennent dans notre pays, malgré qu'ils soient nés ici, ne peuvent pas s'intégrer parce que ce sont des meurtriers. Donc là, Théorel, ce que vous faites là, c'est le parallèle entre le fait est que finalement, c'est justifié, ces émeutes sont justifiées parce que justement, c'est mieux de protester et de ne pas mourir parce que finalement, c'est ce vers quoi l'immigration conduit. Donc c'est un point de vue que vous prenez. Je ne suis pas là pour juger. Je partage juste, en tout cas, ce commentaire avec vous, parce que c'est aussi un point de vue. Je vais donner maintenant la parole à Éric Joël, depuis le Luxembourg. Éric Joël, depuis le Luxembourg, est-ce que toi, tu as l'impression que ce qui se passe actuellement en Angleterre, aussi en France dans une moindre mesure, peut arriver également au Luxembourg, arrive déjà, ou bien, selon toi, c'est pas du tout la situation actuelle. Tant qu'il y a de l'argent, tant que le pays est prospère, on n'est pas du tout dans cette thématique-là. Oui, merci aussi d'avoir rafraîchi le contexte. Effectivement, je vous ai rejoint un peu en retard. Alors, oui, j'ai suivi aussi l'actualité de ce qui s'est passé en Angleterre. Par contre, je ne savais pas effectivement que l'assassin était d'origine rwandaise. Voilà, c'est une info que je viens d'avoir, mais je comprenais un peu tout, enfin, ce qui se passe, en fait, comment les étrangers, enfin, les étrangers ont peur peut-être de sortir de la maison. J'ai lu quelques articles, même les Français, les Caucasiens. Donc, parce que parfois, du moins moi personnellement, j'avais tendance un peu à penser, enfin, d'une manière un peu simpliste, de penser que voilà, les Anglais peut-être sont fâchés contre les Arabes. Très souvent, voilà, je m'attendais même à ce que il faudra m'excuser pour ça, mais il faut que je sois très honnête. Je m'attendais que ce soit vraiment peut-être un Arabe qui soit derrière ces meurtres-là ou autres. Mais quand je lis l'actualité en lisant que des Français ont peur pour leur vie, pour moi, c'est vraiment un chiffre.
que des Caucasiens, des Européens, eux aussi aient peur pour leur propre vie. Donc voilà, ce qui se passe en France, je ne pourrais même pas me prononcer parce que j'ai le sentiment qu'en France, c'est un peu redondant. À chaque fois qu'il y a une élection qui vient ou qui est passée, c'est toujours les mêmes débats, encore et encore. Marine Le Pen, on la connaît, elle vieillit de père en fils, ils sont là. Donc, pour moi, en France, ce qui se passe, c'est absolument pas nouveau. Donc, quand j'étais tout petit, c'était le père et aujourd'hui, c'est la fille. Et il y a aussi, je pense, Marion qui est toute fraîche, toute jeune, qui viendra aussi à son tour. Pour moi, il y a rien de nouveau en France, rien de surprenant. Alors, le Luxembourg, je ne pense absolument pas que ce type d'événement puisse arriver au Luxembourg, déjà par sa situation, par son économie. C'est un très petit pays qui a, je dirais pas le plein emploi, mais ils s'en sortent très bien grâce à leur fiscalité avantageuse, une taxation très faible. Donc le Luxembourg attire énormément d'étrangers de tout part, que ce soit des Français, des Polonais, des Indiens. Euh, donc il y a un multiculturalisme qui fonctionne, je pense, très bien. Et le Luxembourg en a vraiment beaucoup besoin parce que c'est un très petit pays qui fait moins d'1 million d'habitants. Je crois qu'ils sont à peine à 800 000 habitants et ils peuvent pas combler tous ces emplois comme ça. Donc, je pense pas que cela arrivera parce qu'il faut aussi comprendre une chose au Luxembourg. C'est peut-être le seul pays dans lequel j'ai été où la politique n'est pas aussi présente dans l'esprit des gens. Ce qui est vraiment très présent dans notre quotidien, c'est l'emploi, c'est travailler, c'est faire de l'argent. Pour vous dire, j'aurais beaucoup de mal à citer 2 personnes dans le milieu politique luxembourgeois. Et encore, je connais le ministre précédent, Xavier Bettel, je ne connais même pas le nouveau ministre. Pour vous dire, on, on, c'est même pas dans les discussions des personnes, la politique au Luxembourg. Donc voilà, je pense que c'est vraiment deux mondes complètement différents. Pour moi, ce que j'appelle aussi la vieille Europe, hein, France, l'Angleterre, et ce que le Luxembourg vit, qui, pour moi, jusque-là, nous sommes vraiment très, très protégés. Pourtant, on partage la même frontière avec la France. Je pense la Lorraine, les villes de Thionville et de Metz. On a une très grosse communauté française qui est la communauté frontalière, qui font des allers-retours dans le quotidien. Donc, pourtant, on n'est pas impacté par quoi que ce soit. Donc, moi, je pense que voilà, le problème de la France, on le connaît, il n'y a rien de nouveau. Le problème de l'Angleterre, effectivement, c'est ce meurtre qui a déclenché pas mal de choses. Et n'oublions pas aussi l'Espagne. J'ai lu aussi, et je pense que vous l'avez lu aussi, tous les Espagnols qui se plaignent du surtourisme. Donc, ils chassent eux aussi les étrangers. Et donc ici, pour moi, ce qui a vraiment changé, c'est la notion de l'étranger. Avant, nous étions dans l'étranger noir, l'étranger africain, l'étranger arabe. Aujourd'hui, le français, l'allemand, ils sont vraiment aussi des étrangers et on les chasse. Pour moi, c'est vraiment le plus grand shift que j'ai pu observer. D'accord. Donc, toi, tu restes dans ce paradigme où finalement, c'est plus la culture, disons. C'est la culture, la nationalité qui prime d'abord. C'est même en Espagne, ça va être les Espagnols d'abord, peu importe la couleur, peu importe l'origine, Oui, disons. C'est juste oui, nous, notre pays d'abord. Et puis, c'est plus tellement oui, un problème de race, on va dire en tant que tel, mais c'est un problème de nationalité. On veut mettre d'abord son pays en clairement. avant. Christine, est-ce que tu partages cet avis? C'est vrai que tu avais partagé notamment dans la communauté Way Back to Africa une expérience de vie très singulière depuis que tu es arrivé en Angleterre et une forme de racisme aussi que tu as senti très prégnant, très prenant. Et je ne sais pas si, par exemple, Sénat, qui a effectivement grandi en France une grande partie de sa vie, pourra témoigner et a eu le même sentiment en France. Est-ce que, Christian, d'abord, tu peux nous parler de ton expérience en Angleterre? Et ensuite, après, je laisserai Sénat faire le parallèle avec sa propre expérience, lui, en France, en grandissant en France. En fait, j'ai grandi en France aussi jusqu'à 22 ans, 22, 25 ans. Mais en fait, pour moi, les expériences racistes les pires que j'ai eues, c'était, oui, à Staffordshire University, mais aussi à Lille. Quand j'ai vécu à Lille pendant 6 mois, franchement, c'était chaud. Parce que quand on vient de Paris, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. En fait, on est super protégé. Quand on va en province, c'est un autre monde et les gens vous parlent mal, ont des préjugés de folie, au secours. Et du coup,
quand j'ai fait mon master des 2 côtés, j'ai bien souffert, hein. Donc et mon frère avait fait, son école d'ingénieur, à Saint-Étienne. Non, pas Saint-Étienne. La ville de enfin bref. Ouais, une ville assez connue lui aussi et du coup, on a eu des expériences assez, difficiles parce que, ouais, on comprenait pas ce qui nous arrive, les gens qui changent de trottoir et cetera, se faire insulter alors que tu as rien demandé, tu es juste là. Moi, j'ai étudié 3 mois dans le Midland, en fait, dans ce qu'on appelle la partie du milieu, c'est entre Birmingham et Manchester et du coup, ben, les agressions racistes, c'était tous les jours, en fait. Donc parce qu'au début, mes amis noirs me l'ont dit et puis après je les ai vécues moi-même, et la pire pour moi, c'était de me faire, jeter d'un bus, en fait et je me suis dit: «Est-ce que je suis en Afrique du Sud? Parce que je ne comprends pas ce qui m'arrive». Je dépose mon argent pour payer le bus et puis le chauffeur me calcule pas, il arrête la voiture et puis, tout le monde me regarde comme si je dérange et après je me rends compte que je dérange, je descends et là, il redémarre, il s'en va. Donc c'était horrible, en fait, parce qu'on se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe là?» Se faire jeter des boîtes normales et en venant de Paris, ben, on sait que ça existe. Oui, oui, présentez vos passeports. Ah, vous n'avez pas de passeport? Ben non, je ne vais pas me balader avec mon passeport dans la ville, ben, tu rentres pas. Tu as mes amis nigériens antillais, dans la rue, on leur balance des canettes de coca et puis on leur dit, voilà, rentre chez toi, le singe, je rentre en Afrique. C'est comme ça. Donc les agressions étaient tous les jours par tout le monde, en fait, dès qu'on sort du campus. Et c'est là que je me dis, mais c'est pas possible de vivre comme ça. Et en fait, c'est parce que dans certaines villes anglaises, en fait, dont celle-là, Stoke-on-Trent, il y avait 49% d'Anglais et 51% de Pakistanais. Donc, quand les Anglais se sentent en minorité, ils sont super agressifs, super méchants envers toute personne qui est basanée, voilà, puisqu'elle considère que tu as envahi son territoire. Et c'était pas la seule ville comme ça. Il y avait à l'époque, un petit peu peut-être 5 ans avant, il y avait des décisions, enfin, je ne sais pas si vous avez entendu, ceux qui ont vécu ici, certaines mairies payaient par exemple les Polonais, parce qu'il y avait des villages où il y avait 80% de Polonais. Donc, ils payaient les Polonais 3000 pounds pour rentrer chez eux, en fait. Ils passaient des accords avec les gouvernements polonais pour les renvoyer, parce qu'ils considéraient, encore une fois, que quand il y a trop d'une ethnie ou d'une nationalité dans la ville, et ben, du coup, tu te sens plus chez toi et ça dérange entre guillemets, les citoyens locaux qui vivent et qui ne se sentent dérangés par vos présences, en fait. Donc, c'est pas la première fois que ça arrive. Là, ça a pris un cas un petit peu extrême, mais en fait, en France, c'est pareil, parce que mon frère, je crois, il a vécu à Clermont-Ferrand. Moi, j'ai vécu à Lille. À Lille aussi, je me faisais agresser tous les jours. Votre carte de séjour, dès que tu vas, comment ça s'appelle, au service de la vie scolaire, votre carte de séjour, tous les jours, j'entends dans ça. On me dit même pas bonjour. Votre carte de séjour, elle est où? Attends, je suis française, meuf. C'est horrible. Tous les jours, je n'ai même pas parlé. J'étais étudiante. On me saute dessus en me disant oui, votre carte de séjour. Et je suis là, je me dis, mais on est où ici? Et c'est pareil quand j'étais visiter, à un moment donné, j'étais malade. Ça, c'est l'épisode horrible. Il y avait un virus qui tournait, et du coup, j'étais malade. Je vais innocemment à l'infirmerie. Les infirmières sont dégueulasses, super racistes. Elles me balancent les pages jaunes à la gueule en me disant que tout est complet, on ne peut pas me recevoir. Et je suis choquée parce que je viens de Paris, j'ai l'habitude d'aller dans les centres médicaux et puis prendre rendez-vous. Là, on me dit quoi? On me dit non, c'est complet, il n'y a pas de place pour vous. Et puis, donc je lui dis, je fais quoi? Je meurs sur place alors? Et là, elle prend les pages jaunes littéralement et puis elle les balance par terre, en fait, comme si je suis un chien, donc merci. Et après, le pire, je vais chez un médecin local qui me dit, en fait, il me parle comme si, en français, on dit, il me parle petit nègre. Donc j'ai l'impression d'être dans un épisode de Tintin au Congo. Il me dit, vous ouvrir bouche, vous être drôle, ah, ah, ah. Et je le regarde et je suis choquée parce que je me dis, et je l'ai repris en fait, même si j'étais malade, j'avais de la fièvre, j'ai quand même un esprit de lucidité, de force en moi je l'ai remis à sa place. J'ai laissé parler comme un couillon et après je lui ai dit, écoutez, vous avez fait serment d'Hippocrate, vous n'avez pas honte en fait de votre attitude raciste? Pourquoi vous me parlez comme ça? Et même si je venais de l'étranger, vous devez me respecter, je suis malade, vous avez signé un serment, vous n'avez pas à me parler comme ça. Et il continue en plus, c'est ça le pire. Il me dit, ah, vous être drôle quand vous parlez, vous avoir le nez bouché, ah, ah. Il continue. Après, je m'énerve vraiment en fait, parce que même si j'ai la fièvre, je m'énerve et je dis, écoutez, je suis malade, c'est non-assistance à personne en danger, si vous ne me donnez pas une ordonnance et des médicaments appropriés. Alors faites votre job. Voilà, je comme ça, et du coup, il s'est calmé. Mais
je veux dire, le racisme, je l'ai vécu en France en sortant de la région parisienne. Mon frère aussi. Donc, c'est pas nouveau, c'est pas étranger, en fait. C'est que dans les provinces, il y a moins, entre guillemets, de Noirs et d'Arabes, ou autres, ou Indiens. Et du coup, les gens ne se sentent pas à l'aise en votre présence, il faut le dire, en fait. C'est ça, la vérité. Donc, c'est pas étranger. C'est pour ça que je dis que c'est pas le pays qui fait le racisme, c'est plus le comportement, comment on dit? C'est la réaction de certaines personnes parce qu'elles ont peur, en fait. Parce que le racisme, en général, c'est soit la peur, soit l'ignorance. Euh, Tu vois, c'est parce qu'ils n'ont pas assez côtoyé certaines personnes qu'ils ont imaginé que forcément ces personnes sont nocives, elles vont venir te violer, te voler, nanana. Euh, et c'est aussi parce que les médias ont fait beaucoup de propagande depuis qu'on est né, en montrant que des Noirs et des Arabes qui sont dans les prisons ou qui commettent des crimes, donc qui sortent de banlieue. Dès que tu sors de banlieue, tu es catalogué, rappelons-nous. C'est un peu la propagande locale, en fait. Donc, il faut pas, entre guillemets, comme disait mon père, il faut leur prouver le contraire, en fait, tout simplement. Mais des fois, tu peux pas lutter contre les préconceptions que les gens ont contre toi. Donc, tu vas leur montrer que... Parce que ça m'est arrivé même en allant en vacances. Et quand je me suis en vacances, je me fais toujours agresser par des Français. Donc, c'est ça le truc qui est drôle. C'est... je me rappelle, j'étais à Cuba tranquillement en train de boire un mojito et qu'est-ce qu'on me sort? Ah ouais, ici ils nous traitent bien, hein. C'est pas comme aux Antilles, hein. Ces espèces de feignants qui mangent tous nos impôts. Et je me retourne, je dis mais waouh, au secours, au secours. Et elle commence à me dire ouais, parce que vous là dans les îles, vous mangez tous nos impôts en comment ça s'appelle en allocation, vous êtes feignants, vous foutez rien. Je la regarde, je dis mais pardon, excusez-moi, mais on se connaît là. Et puis après, elle me dit non, mais vous avez l'air plus éduquée, un peu différente d'eux, vous voyagez. Oh là là. Mm, Oh là. mm. Elle est Donc, différente. Elle est différente. Christina, je vais voilà. donner la parole à Sénat. Merci déjà pour d'avoir partagé ton expérience de vie, hein. C'est ton expérience de vie et elle peut être différente. Je vois que ça suscite beaucoup de commentaires, notamment Jay, critique. Je vois que, par exemple, Jay qui nous dit: Christina, aurais-tu la vie que tu as maintenant si tu avais fait tes études dans un pays noir? Tu devrais remercier l'opportunité que t'a donnée la France et maintenant l'Angleterre. En fait, ce que je comprends, c'est que en fait, Alors là, peu importe finalement ton expérience de vie, peu importe le racisme que tu as subi ou que tu as pu avoir subi, euh, dans tous les cas, c'est mieux que ce que tu aurais pu avoir si tu étais en Afrique, dans un pays noir, selon Jay. Je ne vais pas te laisser répondre maintenant, je vais juste citer ces quelques commentaires à voix haute parce que je vois que ça revient beaucoup. Donc, la vérité avant tout, on verra si c'est la vérité avant tout. Il y a une exaspération des populations entre la pauvreté et l'immigration de masse. Ils n'ont pas leur mot à dire et je pense que cela crée beaucoup de frustration. Et puis critique, pour finir, qui dit, mais qui fait du mal aux autres? C'est la diaspora, le danger, pas l'inverse. Des mots, des mythes, c'est la fin du monde pour vous, mais voilà, des mots, je pense que c'est des mots, ce qu'il voulait dire, critique, des mots, c'est la fin du monde. Donc, en gros, le racisme que tu peux vivre avec des mots qu'on te lance à la gueule, etc., c'est la fin du monde pour vous. Mais planter des jeunes filles au visage, non, ça passe. Et en fait, on est dans un phénomène où on essentialise les gens. Donc, ce Rwandais ou cette personne d'origine rwandaise, je pense qu'effectivement, c'était un Anglais, d'abord, pour commencer, il est né en Angleterre, il avait la nationalité anglaise, il a fait le système éducatif anglais, qui commet ce meurtre, finalement, ne représente pas lui-même, il représente l'intégralité des Rwandais, des Africains et des personnes noires en même temps. Donc, un meurtre qui est commis par une personne qui a la peau blanche, finalement, doit représenter l'intégralité des personnes qui ont la peau blanche. Et ça, c'est quelque chose que je voyais beaucoup, normalement, notamment sur les réseaux sociaux, où on disait que voilà, il y a eu ça, il y a eu plusieurs meurtres, en fait, qui avaient précédé ce meurtre-là et qui avaient lieu dans des familles blanches, etc. Personne n'en a parlé, mais à partir du moment où c'est quelqu'un qui est d'origine étrangère, c'est là le drame. Cette personne qui est d'origine étrangère va symboliser, va représenter à lui tout seul l'intégralité des immigrés. Donc, je vais continuer avec un dernier commentaire qui dit « Ce ne sont pas des émeutes racistes, l'Europe en a assez des musulmans ». Encore une nouvelle fois, un mélange. Le meurtrier, on ne sait pas s'il est musulman. Ces meurtres, on ne sait pas s'ils sont fanatiques, s'ils sont destinés
envers, je ne sais pas, comme on le dit beaucoup, est-ce que c'est du terrorisme islamiste? A priori, ce n'est pas le cas, mais encore, voilà l'amalgame que tout le monde fait. Voilà la simplicité dans laquelle on va rentrer. Et dans ce débat, on va essayer quand même d'élever les choses et d'apporter des nuances. Et je vais donner la parole à Sénat. Sénat, est-ce que toi, tu partages justement ce point de vue de Christina? Toi, tu as grandi aussi en France. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu cette forme de rejet systématiquement lorsque tu peux parfois partir en province? Est-ce que toi, tu as eu l'impression d'avoir ce même parcours de vie en France? Si, effectivement, en étant en Île-de-France, comment dire, les gens sont plus habitués à côtoyer des personnes d'origine étrangère, des Noirs, des Maghrébins et autres. Donc, du coup, il y a moins de. Je dirais que le racisme est plus pernicieux, moins frontal qu'en province. En province, les gens se cachent moins, sont beaucoup plus frontaux. Donc, ça ne veut pas dire qu'en Île-de-France, il n'y a pas de racisme ni rien, mais c'est une autre, on va dire, c'est une autre façon de l'exprimer, en général. Voilà. Mais je voulais rebondir sur ce que Pascal avait dit concernant les préfectures, parce que je pense qu'il y a eu aussi un basculement avec le Covid, avec le fait que beaucoup de services ont été dématérialisés. Donc, du fait de plus avoir d'interlocuteurs devant soi, avoir moins de personnes qui nous répondent aussi, fait que les procédures sont beaucoup plus longues. Donc, je pense, hein, ça c'est mon avis, que ça a été fait sciemment pour pouvoir en fait rallonger les procédures et en fait à ce que les personnes en face, enfin que les demandeurs en fait de titre de séjour, bien les personnes qui veulent renouveler leur titre de séjour aient beaucoup plus de facilité, de difficulté, pardon. D'accord. D'accord. Voilà. Donc voilà, ça tu appuies un peu ce que dit Pascal, et il y a cette volonté effectivement de rendre la vie aux immigrants plus difficile, afin que ces Oui. derniers ne sont pas forcément à l'aise et qu'ils partent d'eux-mêmes d'une certaine façon. Voilà. D'accord. Et je vais noter aussi l'augmentation des frais de dossier, tous les frais des timbres fiscaux, etc. aussi. Tout ça, ça participe selon toi Voilà, ça participe aussi. Ok. Voilà. Ok. Sans parler aussi des frais d'inscription, de l'augmentation des frais d'inscription dans les différentes écoles ou autres. D'accord. C'est c'est un tout en fait. D'accord. Je vais essayer justement de prendre un peu, on va dire, de contrebalancer un peu tout ce qui a été dit. Selon vous, justement, là, on parle de l'augmentation des frais, de la vie qui est plus difficile pour les immigrés, etc. Ce qui est dit parfois dans les commentaires, c'est voilà, les Noirs pleurent encore, les Africains pleurent encore, c'est tout, il n'y en a que pour eux. Je ne comprends pas pourquoi encore ils se plaignent alors qu'ils sont déjà très, très, très bien traités. S'ils étaient en Afrique chez eux, ce serait plus difficile. Donc, ils ne devraient même pas s'exprimer. Par exemple, toi, Pascal, qui est justement, tu as grandi une grande partie de ta vie au Togo et ensuite tu es arrivé en France, qu'est-ce que tu répondrais à ce type d'argumentaire selon toi? L'argumentaire du racisme, c'est de ça que tu veux parler. Non, l'argumentaire est de dire que finalement, ce dont on parle aujourd'hui, on parle du fait que des Africains, des personnes d'origine africaine se sentent en danger dans certains pays d'Europe, en particulier en Angleterre, mais la situation dans laquelle ils sont est toujours meilleure que la situation dans laquelle ils seraient s'ils étaient dans leur propre pays d'origine. Pour citer un commentaire, dans des pays noirs. Qu'est-ce que toi tu en penses de ce parallèle? Est-ce qu'il est justifié ou est-ce que comparaison n'est pas raison? Très bien, merci de me rappeler la question. Alors, j'ai un point qui m'a fait réfléchir tout à l'heure. Là, je voulais vraiment faire le point sur ça avant d'arriver à ta question. Le point est que dans les commentaires que vous avez remontés et autres, j'ai pu constater que certaines personnes croient que nous sommes en train de défendre un meurtre. Non, non, ce n'est pas le cas. Et en tout cas, je ne suis pas venu ici pour défendre qu'un Noir a tué quelqu'un ou bien que les immigrants tuent les gens ou bien portent des couteaux. Ce n'est pas du tout le cas. Nous sommes là pour parler d'un sujet qui concerne, moi je dirais même tout le monde, que ce soit caucase ou bien africain ou arabe ou musulman, nous sommes tous concernés par ce cas, parce que quand la situation évolue comme ça va aller comme ça, jusqu'à un extrême, et ça va toucher tout le monde négativement. C'est pour ça, peut-être, je pense que le fondateur a initié ce débat.
Donc, ne croyez pas dans les commentaires ou autres que nous sommes en train de défendre que quelqu'un a tué quelqu'un, c'est bien. Non. Moi, je ne défendrai jamais ça. Que ce soit un blanc qui tue, et ça arrive plusieurs fois, que ce soit un noir qui tue, un arabe qui tue, ce n'est toujours pas justifié et ce n'est pas normal. Moi, je ne peux pas défendre ça. Alors, je reviens sur la question. Je tenais à faire ce point parce que je pense qu'il y a beaucoup d'amalgame, en effet. Sur la question que tu posais tout à l'heure en disant la situation quand on est en Europe et voilà, faire ce parallèle un peu simpliste, est-ce que c'est justifié? Moi, je dirais, en vérité, la vie en Europe, de façon matérielle, est plus confortable qu'en Afrique aujourd'hui. Bon, si, par exemple, tu ne viens pas d'une famille de président, de ministre, de, je ne sais pas, hein, des chefs d'entreprise, eh bien, c'est clair et net que matériellement, tu peux vivre un petit confort quand tu es en Europe. Ça, je ne peux pas dire le contraire de cela. Alors, si tu es dans ton pays et que tu as un travail de 100 000 francs, je ne sais pas, ou bien 50 000 SMIC dans plusieurs pays en Afrique, aujourd'hui, ça n'atteint même pas 50 000 francs CFA. Bon, si tu as cela, tu ne peux pas vivre ce confort d'avoir 2 chambres avec WC douche interne. Ça, c'est le B.A.-ba, mais tu ne peux pas l'avoir. Peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas on va dire le taux du franc CFA, donc 50 000 francs CFA, ça fait presque 65 euros, si je ne me trompe pas, ou non, c'est 75 euros plutôt. 75 euros. Oui, ça ferait quelque chose de 75, 80 euros par mois. Tu ne peux pas avoir comment on appelle ça, un T2 avec WC douche interne pour vivre une vie individuelle un peu confortable. Donc, clairement, quand on vit en Europe aujourd'hui, on peut avoir ça. On peut travailler pour avoir minimum 1 500 euros, 1 300 euros, et on peut faire le déplacement avec les moyens de transport commun. Eh bien, ça veut dire qu'on a quand même un minimum. Ça, c'est le fait. Maintenant, si on dit ça, on croit que c'est un cadeau aussi. Moi, je ne veux pas entrer dans tous ces détails-là que je peux aborder, bien sûr, mais ce n'est pas aussi forcément un cadeau mirobolant qu'on peut croire de vivre en Europe. Il faut savoir qu'il y a des conditions qui conduisent des gens à vivre en Europe aussi. Et tout le monde n'est pas heureux en vivant en Europe. Si, il y a certains même qui y sont, mais qui ne sont même pas heureux en vivant. Donc, ne faisons pas comme si c'était un cadeau. Bon, pourquoi vous ne partez pas? C'est ça la question. Mais pourquoi les Européens ne partent pas de l'Afrique ou bien de certains pays africains? C'est aussi une question. On parle par exemple des Outre-mer au niveau de Guyane et autres. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, et la France et l'Angleterre continuent de garder leurs mains sur des territoires qui ne les appartiennent pas? Mais s'ils n'ont aucun intérêt, pourquoi ils ne partent pas de là? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas qu'on essentialise des choses en disant non, vous êtes chez nous, vous bénéficiez de tout, et donc. Donc, ce parallèle-là, moi, je pense que c'est quelque chose à discuter et à comprendre. Il ne s'agit pas de dire que les gens n'ont rien à faire, donc ils viennent ici pour vivre. Voilà, moi, c'est mon point de vue et je pense que je continuerai de défendre cela. Si j'ai des questions, je répondrai à ces questions comme ça. Voilà. Est-ce qu'on peut répondre à Jay? Parce que là, je vois qu'il est virulent. Oui. Justement, ça me fait sourire. J'ai même été même choqué. Hein. Merci d'abord Pascal. Merci d'abord Pascal, j'en perds mes mots, désolé, d'avoir répondu, d'avoir pris le temps, d'avoir fait ce parallèle entre la vie en Afrique et la vie en Europe, en expliquant justement toutes ces différentes nuances et que c'est pas tout rose ou c'est pas tout noir, etc. C'est pas manichéen. En parallèle, un commentaire que je vous ai affiché, donc à savoir celui de Jay, qui dit « En Afrique noire, ni RSA, ni APL, ni CMU, ne soyez pas ingrats. Qui de vous est prêt à retourner vivre dans son pays d'origine? Qui? Aucun de vous. Aucun. » C'est ce qu'il dit. Le président fondateur est retourné. Moi-même, je suis retourné. Donc, ne vous inquiétez pas, cher Jay. Il y a des gens aussi qui sont dans nos pays aujourd'hui, qui sont cocasses, qui ne veulent pas retourner en France. Comprenez ça.
Donc, non, mais c'est très marrant, en fait. On est dans une simplicité d'esprit. On est sur Way Back to Africa. Way Back to Africa qui a pour but d'aider les Africains et les Afro-descendants qui le souhaitent à retourner vivre en Afrique. Ici, nous sommes 5 sur le panel. Moi-même, je suis en Afrique. Je vis en Afrique depuis déjà ça va faire ma 3e année, si je ne me trompe pas. Là, Sénat, lui, tu es en Afrique depuis combien de temps déjà, Sénat? Ça fait déjà 5 ans maintenant. Ça fait déjà 5 ans. Ouais. Sénat, est-ce que tu pourrais éventuellement répondre très brièvement à Jay? Et puis ensuite, je vais donner la parole à Eric Joël, qu'on n'a pas entendu depuis un petit moment. Ok. Bon, pour moi, il n'y a pas une question d'ingratitude envers la France, puisque c'est un système de redistribution. Donc, un système de redistribution, des gens cotisent. Quand tu travailles, tu cotises. Et donc, étant donné que le système a été, on va dire, assez bien pensé, donc tout ce qu'on te prend, et comme c'est assez bien, on va dire, géré, donc tu peux bénéficier de ces choses-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bah, je suis né en France, donc en tant que Français, bah, on a droit à ces choses-là, comme n'importe quel autre Français. Et j'ai envie de dire que dans la culture, dans la mentalité française, se battre pour ses droits, dire ce qui ne va pas, se plaindre, entre guillemets, ça fait partie de tout ça. Donc, en tant que Français, comme n'importe quel autre Français, s'il y a des choses qui ne vont pas, on va les dire, en fait. C'est tout. D'accord. Merci beaucoup, Sénat, pour ces mots justes, pour ces mots simples. Jay, je suis vraiment surpris de ce commentaire. C'est vrai que je pense que tu ne connais pas la chaîne Way Back to Africa. Ici, on passe notre temps en fait, à inviter des gens qui vivaient auparavant en France, en Angleterre, dans plusieurs pays d'Occident, et qui sont rentrés dans leur pays, qui font des choses, qui essaient de faire évoluer positivement le continent, afin que d'autres personnes puissent aussi rentrer sur le continent et faire de belles choses comme ils les font. Je vais donner la parole à Eric Joël. Peut-être juste avant ça, je vais vous inviter, celles et ceux qui nous suivent. Je vois qu'il y a 37 personnes qui nous suivent actuellement à faire les 3 gestes qui sauvent. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, je le répète normalement tout le temps, mais les 3 gestes qui sauvent, c'est très important afin de donner ce contenu à celles et ceux qui ne le connaissent pas. Donc, je vais vous inviter à aimer la vidéo, à la commenter comme vous le faites, et puis ne soyez pas égoïste. Partagez-la autour de vous. C'est les 3 gestes qui sauvent la chaîne Way Back to Africa et qui la font grandir. Aujourd'hui, c'est le premier débat qu'on va faire tous les dimanches. Tous les dimanches, on va prendre un sujet d'actualité qui touche l'Afrique, les Africains et les diasporas africaines, afin justement de faire grandir nos différentes communautés, peu importe où elles se trouvent. Et tout cela, toujours dans un souci de pouvoir retourner en Afrique de la meilleure façon possible, de ne pas se presser. Ça ne sert à rien de se presser. Tout vient à celui qui attend le bon moment. Eric Joël, selon toi, maintenant que tout ça c'est dit, on a parlé de ces émeutes racistes, du climat social qui ont joué un rôle important dans ces différents pays d'Europe. Toi, tu as appelé ça le vieux monde. Effectivement, on peut aussi dire que ce sont des anciens pays qui ont découvert le nouveau monde, qui ont exploré la Terre et qui ont colonisé une grande partie de la Terre, donc à savoir la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, qui a l'air d'être plus affecté que d'autres pays d'Europe, notamment le Luxembourg. Maintenant que ça s'est dit, maintenant qu'on parle de ces émeutes racistes, selon toi, les diasporas africaines, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Est-ce que le seul moyen pour elles, finalement, de lutter contre ça, c'est de dire « Ok, on va vous écouter, on va rentrer chez nous en Afrique parce que finalement, vous ne voulez pas de nous. Donc, la chose que nous devons faire, c'est de plier bagages et de retourner en Afrique et de faire des choses chez nous, ou bien c'est bien trop simpliste et d'autres solutions s'offrent aux Africains et aux Afro-descendants qui sont dans la diaspora ?» Oui. Alors, c'est une question très intéressante, mais moi, je ne suis pas du tout favorable à voir un Caucasien dire à un citoyen français, peut-être noir de peau, mais français, rentre chez toi. Enfin, voilà. Moi, je suis pas d'accord pour ça. Et mon combat un peu aussi, c'est d'inciter les jeunes, la diaspora, cette diaspora dont on parle, à s'impliquer davantage dans les sociétés dans lesquelles ils vivent. Par exemple, dans les sphères politiques, dans les sphères économiques, dans la finance. Par exemple, ici au Luxembourg, c'est un peu mon cheval de bataille pour dire à tout le monde, être noir n'est pas une excuse, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas un fléau. C'est pas parce que vous êtes noir que vous devez vous limiter à des miettes. Donc, allez le plus haut possible parce que plus vous êtes haut, plus vous êtes influent, plus on vous écoute.
Donc voilà, moi, c'est un peu mon cheval de bataille aujourd'hui. Donc cette diaspora doit, je pense, travailler davantage pour s'impliquer dans la politique, s'impliquer dans les différentes sphères d'influence. Pour moi, il y a pas de secret. Quand on voit différentes personnalités qui ont réussi, bon, pour ne pas donner cet exemple que l'on connaît tous de ce monsieur au Nigeria qui est très riche, croyez-moi, quand il voyage, on oublie très vite sa couleur de peau. Parce que les Caucasiens, les Occidentaux, ils vont vous respecter pour un peu vos achievements, pour ce que vous faites, pour ce que vous représentez, pour le poids que vous avez dans la société, dans l'économie. C'est pour ça qu'ils parviennent à se plier face à ces différentes nations arabes au Moyen-Orient qui ont le pétrole. Même s'il n'y a pas, je sais pas, les droits de l'homme, ils peuvent se battre autant qu'ils veulent, tant que ces nations-là ont de quoi faire, enfin, ont de quoi tenir face à ces nations européennes. En fait, je pense que le discours ne doit même pas être un discours simplement d'une grammaire, rentre chez toi, viens chez moi. C'est simplement qui tu es et face à ça, il va vous écouter. On oublie facilement la couleur de peau par la profondeur de votre poche. Moi, c'est comme ça que je vois parfois les choses. Donc, moi, j'encourage la diaspora à rester, à travailler dur, à évoluer, à prendre des postes clés. Parce que vous savez, j'étais en juin dernier en Tanzanie, j'ai eu un petit déj pas du tout prévu avec un Chinois qui me racontait qu'il était là pour les affaires et autres. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Rentre aussi chez toi en Chine. On va dire aux Libanais au Congo, rentrez chez vous au Liban. On va dire, enfin, finalement, dans quel monde nous vivons? Donc, non. Pour moi, la diaspora ne doit pas rentrer. Ce sont des Européens. Ils ont des passeports européens et ils sont censés justement réussir dans ces nations-là et faire valoir leurs droits comme n'importe quel Européen aussi. C'est pas juste un passeport pour voyager, aller en vacances en Afrique, hein. Ce passeport doit servir à plus que ça. Intéressant, intéressant. Merci beaucoup, Éric Joël, pour ce point de vue très nuancé, qui est de dire que face à une déferlante de haine, de racisme, le mot, enfin, la facilité, ce n'est pas de rentrer chez soi et qui n'est plus forcément chez soi. Certains Africains, certaines personnes d'origine africaine qui sont nées dans des pays d'Europe, qui sont français, qui sont anglais, qui sont espagnols, etc., ne sont pas forcément africains. Et c'est pour ça qu'à Way Back to Africa, on fait vraiment la distinction et on dit pour celles et ceux qui veulent retourner en Afrique, parce que ce n'est pas tout le monde qui le veut. Et tu invites vraiment cette diaspora africaine à rentrer dans le système, à connaître le système, à le maîtriser, à exceller et à vraiment s'imposer comme un acteur afin de faire valoir ses droits. Merci beaucoup pour ces belles paroles, Éric Joël. J'ai vu Sénat, j'ai vu Christina et même Pascal acquiescer à ton discours. On a avec nous un nouvel invité, donc Franck Dossa. Franck Dossa, qui arrive presque à la fin du débat, mais on va lui laisser la parole notamment pour qu'il puisse se présenter et il va rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Et je vais l'inviter à partager avec nous, lui, ses solutions face à justement à ces émeutes racistes qui peuvent sévir en Angleterre et dans d'autres parties de l'Europe. Qu'est-ce que la diaspora africaine devrait faire selon lui? Ton micro. Super. Merci. C'est bon là? Oui, c'est parfait. Oui, parfait. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Désolé pour le tard, j'avais un calendrier assez chargé aujourd'hui. J'espère ne pas répéter des choses qui ont sûrement déjà été dites. Je vais essayer de répondre rapidement vu que le débat est en train de finir. Pour ma part, je pense que le rôle de... Ah bon, me présenter, excusez-moi. Je m'appelle Franck Dossa, je suis de la diaspora béninoise, basée à Genève, après avoir passé la moitié de ma vie en Angleterre, donc 20 ans en Angleterre, et la moitié précédente à travers le continent africain. Donc, cette question, je travaille principalement sur les questions de diaspora, diaspora développement. Donc, je suis dans le conseil, dans tout ce qui est plaidoyer, gestion de projet. Et donc, en ce moment, je m'oriente principalement sur le retour entrepreneurial de la diaspora africaine en Afrique.
Donc, pour répondre à la question, je pense que la diaspora africaine, face à ce genre de situation, n'a pas d'autre choix que d'insister sur ses droits. Je pense qu'il y a beaucoup... C'est un peu compliqué ce qui se passe en Angleterre parce que c'est l'un des pays qu'on cite souvent comme exemple où la diaspora est la mieux établie, où l'État est supposé, la société est supposée être plus progressiste. Et donc, toutes les solutions que je vais énumérer ont déjà été appliquées. Je crois que c'est l'un des meilleurs cas d'étude pour tout ce qui est intégration, tout ce qui est excellence dans la communauté afro. Il y a énormément de choses impressionnantes qui se font. Je vais donner par exemple l'exemple de Tidjane Thiam, qui est un exemple d'un Africain qui a réussi à se hisser au plus haut niveau dans le monde corporate. Il l'a fait en Angleterre avant d'aller s'installer en Suisse. Donc c'est pour montrer que c'est un pays qui offre ses opportunités aux membres de nos communautés, où l'excellence peut être reconnue malgré les réalités, le racisme qui existe comme partout en Europe, en Occident, je dirais, ou partout hors du continent africain, le racisme existe. Et jusqu'en Afrique, en Afrique du Sud, c'est juste pour montrer un exemple d'un pays africain où on est encore soumis à ce racisme. Donc, je pense que pour revenir à la réponse, je pense que face à ce genre d'émeutes, il y a eu des réponses intéressantes. Des gens se sont exprimés par rapport, ils ont rappelé l'histoire, rappelé le fait que les gens ne sont pas venus de leur propre gré. C'est le fruit de la colonisation, d'efforts structurels après la Seconde Guerre mondiale pour avoir de la main-d'œuvre pour reconstruire le pays. Et les gens de nos communautés sont des gens qui font souvent des métiers que les autres ne veulent pas faire. Et ces communautés ne sont pas là à vivre aux dépens des autres. Elles contribuent, elles paient des impôts et elles contribuent à l'économie. Et je crois que ce sont ces choses sur lesquelles on doit insister. C'est une question d'éducation. Malheureusement, c'est aussi un problème institutionnel dans le sens où c'est des choses qui n'ont pas forcément été bien gérées. C'est vrai qu'il y a une bonne diversité de médias, il y a plein de canaux à travers lesquels les gens sont en mesure de s'exprimer ou de montrer le travail, les contributions qu'ils font, mais l'État a souvent, je pense, ignoré certaines régions du pays. Donc, ce n'est pas vraiment la diaspora qui va vraiment pouvoir impacter ces régions où il y a ces communautés qui se sentent abandonnées, qui sont dépourvues et à qui on a dit que le problème, c'est les étrangers. Alors qu'en fait, le problème, c'est c'est l'économie, le système économique, les usines qui ferment et les métiers qui sont exportés. Donc, je pense que la diaspora doit être plus active politiquement. Peut-être, je pense que c'est sûrement une des solutions les plus efficaces pour pouvoir renforcer leur contribution et ce qu'ils ont déjà fait. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup, Franck. Donc, toi, effectivement, tu as repris des arguments qui ont déjà été cités très brièvement et tu en as fait un condensé, à savoir que déjà, un problème qui ne peut être résolu finalement par cette diaspora africaine, parce que ce problème, il est structurel, il concerne l'économie de ces pays. C'est des pans de la population anglaise qui est marginalisée et cette population qui est marginalisée, on lui dit le problème, ce n'est pas ce que fait l'État, ce n'est pas le fait est que ton usine ferme. Le fait est, c'est qu'il y a des immigrés qui viennent ici et qui te prennent tout. Et c'est la faute de ces immigrés-là et c'est ce qui va engendrer, selon toi, ces émeutes, notamment racistes. Et puis, de l'autre côté, tu dis effectivement que les gens soient instruits, qu'ils accèdent à des postes, un peu comme le disait Éric Joël, que ces personnes puissent faire valoir leurs droits. Donc, il y a tout ce parallèle-là qui est encore remis en question. Je vais donner la parole à Christina, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendue.
il y a beaucoup de gens qui s'interrogent, notamment dans les commentaires, qui cherchent à savoir quel est le niveau d'éducation de ces émeutiers. Est-ce que c'est finalement cette population qui est déclassée, cette population qui est marginalisée, ou c'est bien plus complexe que ça? Et que finalement, ce n'est pas un problème seulement que de classe sociale, parce que là, on fait, c'est ce que disait aussi Eric Joël, hein, il disait que voilà, le dollar, avec l'argent, on peut s'affirmer, que les gens ne voient plus tellement la couleur. Mais est-ce que c'est plus un problème, selon toi, de classe, ou c'est plus un problème de race? Alors, déjà, oui, c'est pour ça que c'est nuancé, en fait. Ce que je voulais dire, parce que certains commentaires qui ont été affichés, étaient un peu affligeants, parce qu'il y a des amalgames, il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits, en fait. On n'est pas pour un meurtrier, c'est pas parce qu'il est noir qu'on est en sa faveur. Justement, j'étais la première choquée. On ne compare pas des insultes à un meurtre. On n'est pas du tout dans les mêmes instances, en fait. Le problème, comme je l'ai dit, c'est que depuis le Brexit, il y a eu des manipulations de certaines populations et des lois qui ont été faites pour les valoriser, entre guillemets, parce qu'on a rendu comme bouc émissaire l'immigré qui vient voler ton pain, manger ton travail, voler ta femme, enfin voilà. C'est simpliste, mais c'est ce qui a été dit depuis au moins 14 ans, en fait. Donc, à un moment donné, comme on dit, il y a de l'essence, ça prend la flamme. Sachant que quelques mois avant, quelques semaines avant, il y a par exemple des Noirs qui se font tabasser ou tuer par des instances, il n'y a personne dans la rue. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on est un peu révulsé. C'est parce qu'on se dit, mais moi, je ne suis pas là pour faire la victime. Je refuse justement la victimisation. C'est pour ça que j'étais partie de la France. Donc, hello, je refuse la victimisation. Je refuse de dire c'est la société, c'est la société. Je me prends en main. J'ai 3 masters et j'avais 2 boîtes. Donc, il faut arrêter. Les opportunités sont là. Il faut aller les chercher, effectivement. Être noir ne nous empêche pas d'atteindre ce où on veut aller, mais il faut se former. Il faut être assez humble pour comprendre qu'on a besoin des autres, on a besoin de réseaux, on a besoin de grandir, on a besoin de voyager, de s'ouvrir l'esprit. Et pas justement de juger en disant « Ah ben, vous êtes dans le panel, vous êtes en faveur du Rwandais ». On n'est pas en faveur d'un meurtrier, qu'il soit noir, blanc, jaune, vert. Je ne serai jamais en faveur d'un meurtrier. Mais là, la situation a débordé parce qu'il y avait une partie de la population qui se sent, qui était déjà en marge. Et c'est à la fois la classe, à la fois l'éducation, parce que par exemple, j'avais partagé sur réseaux sociaux, justement, il y a un de ces jeunes qui a été interviewé à la radio, et c'est sur les réseaux sociaux, et c'est affligeant son discours, en fait. Son discours, c'est de dire que il a vu sur Internet que 80% des Noirs sont des meurtriers, donc il y croit. Je suis désolée, il faut faut quand même lire un petit peu, ouvrir un livre, s'éduquer, en fait. En fait, il y a des amalgames qui sont faits des 2 côtés, en fait, et c'est pour ça que ces populations-là sont fragiles et manipulables, parce que ils n'ont pas d'esprit de réflexion, ou c'est juste « Ah ben j'ai vu ça, ben j'y crois ». Et le gars expliquait qu'il a fait 300 km la journée pour aller casser du noir et brûler des voitures. Donc, excusez-moi, et même justement, il se fait remettre en place par l'animateur blanc qui lui dit « Mais t'as que ça à faire de ta journée, en fait ». Et il dit « Mais où sont tes preuves, où sont tes faits, ou d'où sors-tu ces informations, où sont les stats ?» Et il le dit, j'ai vu sur Internet, sur TikTok. Ouais, génial. Donc, on arrive à ce niveau-là, en fait. C'est des jeunes manipulables à, comment ça s'appelle? Pas seulement des jeunes, puisqu'il y a des gens qui ont 40, 50, qui sont là aussi. Mais c'est des populations fragiles, je dirais, émotionnellement, qui ont accumulé des frustrations assez intenses ces dernières années. Et du coup, c'est facile de se faire entraîner, en fait, tout simplement. Mais c'est pas de notre côté, on est comment on dit? Du côté de Londres, justement, il y a des cordons, il y a des milices, enfin, il y a la communauté noire, que ce soit une communauté noire, pakistanaise, somalienne, tout le monde est dehors, en fait. Tout le monde est dehors pour se montrer, pour dire non. Il y a aussi des contre-manifestations. Donc, c'est un peu le chaos, parce que d'un côté, il y a les émeutes racistes, de l'autre côté, il y a les manifestations anti-racisme, et de l'autre côté, il y a les cordons de protection pour empêcher qu'ils pénètrent les communautés qu'ils visent,
et vouloir voilà, venir tout casser sans raison, en fait. Enfin, c'est pour ça que certains commentaires que j'ai lus, j'étais un peu choquée parce que je me dis, il y a des amalgames qui se font entre la perception de la réalité, la perception de notre message. On n'est pas dans un message de victimisation, on n'est pas dans un message de je suis ingrate. Comme je l'ai dit, j'ai étudié des deux côtés. Je dis merci au système français justement de m'avoir équipée. Mais comme on dit, quand on est dans la vraie vie, c'est le travail qu'on fait après l'école, c'est ça qui va compter en fait. C'est les skills qui comptent. Quand tu arrives en Angleterre, c'est pas ton diplôme qui compte, c'est les skills, c'est ton expérience. Et ça, c'est au fur et à mesure que tu la crées, en fonction des opportunités que tu peux avoir. Donc, je veux pas simplifier en faisant la victime et en disant ouais, voilà, c'est pas, on n'est pas des victimes. Et une personne ne représente pas toute une communauté. C'est vraiment le point que je veux appuyer. Euh, et du côté, en fait, des racistes fascistes, ils ont pris une personne pour représenter toute une communauté. Et c'est ça qu'on dénonce, en fait. C'est de dire, d'ailleurs, c'est la première fois que les Anglais ont mis à la télé un mineur, parce qu'il a 17 ans. Normalement, ils sont les seuls qui ont une loi qui protège les mineurs. Même s'ils sont présumés coupables, on ne monte pas leur tête à la télé. Ils ont fait une exception. Sa tête est placardée partout. Donc, ça a aussi déchaîné les foudres. Voilà. Merci beaucoup, Christina. Merci, Christina. Effectivement, je tiens à rappeler, c'est vrai que je lis les commentaires, mais j'arrive pas à savoir. Je pense que les gens ne sont pas sérieux lorsqu'ils pensent qu'on défend un meurtrier. En aucun cas, ici, sur Web Back to Africa, on va défendre un meurtrier. Bon, au contraire, pour celles et ceux qui suivent Web Back to Africa depuis des années, savent qu'on promeut l'excellence, et l'excellence partout où les diasporas se trouvent. Donc, promouvoir le meurtre, les agressions, des choses comme ça, c'est pas des choses qu'on va promouvoir du tout sur cette plateforme. Et je vais prendre l'occasion justement d'afficher un commentaire qui est de Flegmo Chilo, qui dit « Ne soyez pas hypocrite, des gamines se font tuer par un étranger, à part en France, et 5 ou 6 autres pays, ça se passe très mal. Mais vous préférez dire c'est les méchants blancs. » Donc effectivement, on vient dans ce paradigme dans lequel on pense qu'on est ici pour se plaindre, de dire que oui, la vie est trop dure pour nous, etc. Et je vais reprendre un de ces autres commentaires aussi où il disait « Non, vous vous trompez, les émeutes ne sont pas dues aux fameux les immigrés nous volent notre travail, mais ils tuent nos enfants. » Herman, je crois que toi, tu es également en Angleterre. Je vais te donner la parole, je vais t'inviter à te présenter. Est-ce que selon toi, ces émeutes qui ont eu lieu en Angleterre, là où tu vis actuellement, c'est dû à un problème d'insécurité d'une partie de la population anglaise qui se sent plus en sécurité avec une autre partie de la population anglaise qui est immigrée? Est-ce que selon toi, c'est dû à ça ou le mal est plus profond? Alors, bonsoir à tous. Désolé, je vous attrape en cours. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis en Angleterre maintenant. Donc, je suis venu sous un VIE et j'ai récemment enchaîné avec un contrat avec une entreprise française ici. Moi, je suis basé sur le sud-ouest de l'Angleterre, donc le Somerset. Donc, effectivement, les émeutes, c'est quelque chose que dans ma zone, on ne voit pas. Et, pour moi, c'est pas tant qu'il y ait une partie de la population qui déteste une autre. Sur ces 1 an et demi que j'ai fait, j'ai pas été, en tout cas dans des situations. Effectivement, il y a des commentaires, des blagues mal placées, et donc sur le bord sur des blagues racistes, hein, qui existent. Mais par contre, il n'y a pas d'hostilité visible comme on peut le ressentir dans les médias. Après, effectivement, moi, ce que je ressens, c'est que effectivement, le mal est plus profond parce que on en revient au fait qu'il y a beaucoup de problématiques au UK qui sont justifiées par l'immigration, alors que c'est des problèmes de choix politiques avant toute chose. Tout bonnement, moi, je suis ingénieur français, donc j'ai fait des études en France, tout ça. J'ai d'abord pas compris pourquoi on avait autant de jeunes Français qui venaient faire ingénieur en France après le Brexit. Et en fait, c'est parce il y a eu des choix politiques, par exemple, sur ce cas précis, de ne pas euh, favoriser ou aider l'éducation pour fabriquer des ingénieurs, parce que ça coûtait moins cher d'avoir des ingénieurs étrangers. Donc, c'est une somme de choses politiques qui fait qu'effectivement, il y a de l'immigration. Mais le problème n'est pas les migrants, et qu'aujourd'hui, effectivement, le problème
et plus profond et qu'on a instrumentalisé cette situation. Moi, enfin, là, je reviens d'un barbecue avec tous mes collègues. Il y a des Polonais, il y a des Égyptiens, il y a des Français. Il y avait des Anglais autour de moi. Je n'ai pas ressenti d'hostilité. Je me déplace librement. Encore récemment, hier, j'étais à Newquay, qui est à côté de Plymouth. Plymouth, qui est une ville où c'est un peu chaud. J'ai pas ressenti cette ambiance. Et les gens finalement vivent un peu normalement, malgré tout. Même si ça a un impact sur le fait que, on évite quand même les grandes villes. On évite les grands centres. Moi, je suis à côté de Bristol. On évite d'aller à Bristol, par exemple, parce qu'on ne sait pas si on peut se retrouver dans une situation, en tout cas comme on le voit sur les médias. Donc voilà mon avis là-dessus. Merci beaucoup, Herman. Merci d'être venu, d'avoir apporté ton point de vue. On a déjà fait après 1h30 de débat. Je pensais que ça allait durer 1 heure, mais généralement, c'est vrai que les débats, ça déborde. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. J'en prendrai un, notamment de Mallory, qui, elle, dit « Mais de la même manière que cet assassin est d'origine rwandaise et qui ne représente pas les Noirs, pourquoi vouloir donner de l'importance à une minorité de cons qui représentent les émeutiers ?» Je vais en profiter pour donner la parole à Christina et Herman qui sont en Angleterre. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une minorité, justement, finalement, ces émeutiers, et qu'on fait de ces événements, finalement, on donne plus d'importance à ces événements que ça ne devrait en avoir, et que ça, c'est des phénomènes qui sont marginaux et qui ne représentent pas du tout ce qu'est la vie en Angleterre. Christina, je vais te donner d'abord la parole à toi. Ensuite, je vais donner la parole à Herman. Et je vous annonce déjà tout de suite, je donnerai la parole à chacun d'entre vous pour votre mot de la fin. D'accord. En fait, c'est pas une minorité dans le sens où c'est la première fois où il y a des agressions aussi violentes qui mènent aussi à des agressions physiques, des incendies, détruire des maisons, des hôtels et attentats à la vie des gens dans tout le pays, en fait. À ce moment-là, ça peut pas être marginalisé. Si c'était juste une Est-ce qu'on a ville... des chiffres? Est-ce qu'on a des chiffres par rapport à ce qui s'est passé? Combien de commerces qui ont été détruits? Combien de personnes ont été C'est sur victimes? les news, c'est sur BBC. Je sais qu'il y a eu 400 arrestations, par exemple, donc c'est pas minime. C'est pas 4 personnes qu'on a arrêtées hier. Mardi, cette semaine, il y a eu 400 arrestations. Mais il y a des milliers de gens dans la rue chaque jour, en fait. Et par exemple, sur les réseaux sociaux, ils font circuler les villes où ils font leurs émeutes. Tu as au moins plus de 50 villes chaque jour. Donc, je suis désolée, c'est pas minime, en fait. C'est comme si tu avais 50 grosses villes françaises, voilà. Tu sais, en France, tu as chaque année les incendies ou les jeunes qui brûlent les voitures à Strasbourg. Ben là, c'est pas Strasbourg. Imagine que toutes les plus grosses villes françaises, des gens les brûlent au même moment. Tu peux pas l'ignorer, en fait. Tu peux pas l'ignorer, surtout quand ça commence à atteindre la vie et le business des gens. Il y a déjà des... comment ça s'appelle? Hier, je faisais circuler, il y a des pétitions. Le gouvernement a déjà commencé à faire des remboursements par rapport aux business qui sont atteints. Si ton business était étranger, eh ben, des gens sont venus le casser, le brûler. Tu fais comment pour vivre après? Donc, c'est pas minime, en fait. C'est pas minime du tout. Ça a des conséquences sur la vie de certaines personnes, que ce soit leur santé, leur porte-monnaie, leur économie, leur maison. Non, je suis désolée, il faut être là, faut être fair en fait, dans le sens où, faut être juste dans le sens où, je crois que du côté français, vous voyez pas l'importance des choses parce que la France et l'Angleterre, il y a toujours une distorsion entre les news, faut se rappeler, puisque il y a une espèce de compétition. Donc les événements sont jamais reportés dont la vraie magnitude dont ils sont. Là, c'est pas des événements isolés, c'est pas Strasbourg qui est en feu une nuit parce que c'est le 31 décembre. Ça fait une semaine que tout le pays, il est en feu dans les plus grosses villes et qu'on attaque des gens, on attaque leur business, on attaque les lieux où ils vivent, on les attaque dans leur voiture, on les attaque s'ils marchent dans la rue. Donc c'est pas normal en fait. C'est pas du tout normal, ce n'est pas marginal. C'est justement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je veux prendre justement, je suis vraiment prochainement, quand on fait un débat comme ça, je veux avoir l'occasion de parler avec justement les gens qui ont un avis qui est contraire, on va dire, à la masse, hein, parce que on dit souvent que c'est dans la discussion que jaillit la lumière. Il y a Jay qui réaffirme la chose suivante, il dit, mais et les parents des 3 fillettes, ils font comment, Christina? Donc lui, ce que je comprends, c'est qu'il justifie la colère des émeutiers et que finalement, cette colère, elle est légitime et elle est légitimement adressée aux populations immigrées parce que c'est de leur faute.
si cette personne immigrée rwandaise n'était pas arrivée en Angleterre, ces 3 jeunes filles ne seraient pas mortes et il n'y aurait plus de crime en Angleterre parce que finalement, ce crime des 3 jeunes filles, c'est, c'est des crimes qui sont très rares. Si ce n'est pas dû à l'immigration, ça n'arrive pas. Herman, est-ce que tu pourrais justement, toi, donner ton point de vue? Et tu dis qu'effectivement, tu n'es pas spécialement touché et tu ne ressens pas ce climat-là. Est-ce que tu as l'impression que ce sont des phénomènes, marginaux et que les médias en parlent beaucoup plus que de raison? Hem, ça peut pas être un phénomène marginal parce que c'est coordonné, à mon sens. Enfin, ça arrive à plusieurs endroits, qui sont totalement différents. Enfin, Plymouth, c'est le sud, il y a eu des choses qui sont passées au nord de l'Angleterre, donc c'est des contextes différents et cetera. Mais faire l'amalgame entre l'immigration et le taux de criminalité, et l'insécurité, surtout en Angleterre, c'est pas comprendre un peu la réalité du terrain. Moi, aujourd'hui, je suis dans un endroit, dans le Somerset où, les 2 villes que je côtoie le plus sont les 2 villes où il y a le plus gros taux de criminalité, actuellement, sur cette région. Il y a pas beaucoup d'immigration africaine dans cette zone et les personnes qui sont liées aux activités criminelles sont des locaux, ce sont des natifs. J'ai mes collègues avec qui je travaille ici qui sont, français, donc des Français avec des origines, au niveau des parents, donc un Algérien, un Turc, et même des Français qui ont des parents français. Et effectivement, là, on a un phénomène où on pourrait faire l'amalgame de la délinquance et l'immigration en France. Ici, la délinquance est native. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont nés ici, qui sont des délinquants, qui vont agresser les gens, qui se battent, qui sont dans les trafics de drogue. Ce sont des Anglais. C'est des Anglais nés ici. Donc, c'est pas, les deux fillettes, elles auraient pu très bien se faire agresser par non, un Anglais blanc. Euh, il y a de la délinquance, effectivement, c'est les populations noires, pakistanaises, arabes, etc. Ça existe, je ne le nie pas, mais par contre, c'est une délinquance qui est généralisée. Ce n'est pas forcément un groupe d'individus spécifiques qui fait cette délinquance. C'est parce qu'il y a une pauvreté qui est forte. D'accord, effectivement, toi, tu rejoins un peu les paroles qui ont été prononcées précédemment et que c'est très lié à la situation économique de l'Angleterre. Et c'est bien que vous puissiez se donner ce point de vue parce que d'un point de vue extérieur, pour moi qui suis depuis plusieurs années maintenant en Afrique, c'est vrai que je n'ai pas forcément ces sons de cloche-là. On dit souvent que l'Angleterre a fait le Brexit et que ce n'est pas la fin du monde, que l'Angleterre ne s'est pas écroulée, mais on voit quand même toutes ses conséquences et notamment ses conséquences sociales. Donc, on a fait à peu près 1 heure et demie de débat. Je veux remercier tous nos débatteurs, toutes ces personnes qui ont partagé leur point de vue, aussi bien ici on stage, face découverte, oralement, et celles qui ont donné leurs commentaires, parfois virulents, auxquels les gens ont pu répondre ici. J'espère vous revoir la semaine prochaine. Avant de vous donner votre mot de la fin à toutes et tous, je vais vous inviter à celles et ceux qui nous ont suivis à faire les 3 gestes qui sauvent. C'est très important. Je vais les répéter, à savoir 1, aimer la vidéo, c'est très important pour le référencement de Webback to Africa. 2, je vous invite à commenter en disant ce que vous en avez pensé, c'est des points sur lesquels vous êtes d'accord, c'est des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, mais toujours dans le respect, c'est très important. À Webback to Africa, on prône le respect, on prône des valeurs qui font avancer les différentes communautés humaines. Et puis 3, ne soyez pas égoïste. Partagez autour de vous ce contenu. Je vais commencer avec notre invité qui est arrivé le dernier, et puis je vais clôturer avec ceux qui sont arrivés les premiers. Donc, Herman, si tu avais un mot de la fin à donner à ce débat, à savoir émeute raciste en Angleterre, la diaspora africaine en danger, selon toi, ce serait lequel? Alors, pour un mot de la fin, effectivement, il y a une montée des extrêmes en Europe. Ce n'est pas que en Angleterre. Les diasporas sont-elles en danger? Non. On pourra toujours exister ici. Il y a quand même un ensemble de règles qui font qu'on existera. On ne va pas tomber dans une chasse aux sorcières réelle. Enfin, voilà, on ne va pas être dans la chasse à l'homme. Mais effectivement, l'avenir n'est pas en Europe. On vient
on vient dans un système économique qui est en train un peu de s'effondrer ou qui atteint un peu ses limites. Et à chaque fois qu'on arrive dans ce genre de système, partout dans le monde, on va chercher un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire, ça va être forcément les diasporas. Donc, à l'avenir, il faudrait essayer d'éviter d'être ce bouc émissaire, je pense. Et c'est sur ça qu'on doit travailler. Éviter d'être le bouc émissaire dans les pays occidentaux. Ce sont sur ces belles paroles que Herman donne son mot de la fin. Je vais donner la parole ensuite à Monsieur Franck Dossa d'Afropol. Monsieur Franck Dossa, selon vous, quel serait votre mot de la fin concernant la thématique du jour? Comme mot de la fin, je vais rebondir sur les mots d'Herman et dire que c'est une question aussi d'organisation. Je pense que il y a une personnalité politique qui en avait parlé récemment en France. Le fait qu'on se mobilise très vite quand il a des problèmes, mais le reste du temps, on n'est pas vraiment actif. Et je pense que c'est là la plus grosse difficulté que nous avons en tant que communauté, c'est le manque d'organisation et de solidarité. C'est vrai qu'on est souvent dans des systèmes assez néolibéraux, capitalistes, et on a malheureusement tendance à adopter ces choses et laisser derrière ce qui fait notre force, ce qui fait notre valeur ajoutée en tant que communauté, qui est dans l'unité, l'union, le partage, Ubuntu, ce genre de valeurs. Et je pense que c'est en s'organisant qu'on peut être véritablement fort. Les Asiatiques, on vient d'avoir un Premier ministre indien en Angleterre. Je crois en Écosse, c'est un autre Asiatique. Donc, on voit la force de leur communauté. C'est eux souvent qui nous fournissent en nourriture, en produits de beauté, parce qu'ils sont organisés, ils travaillent ensemble. Et malheureusement, nous sommes la communauté qui en a le plus besoin et qui le fait le moins. Et je pense que mon mot de la fin, c'est vraiment cette question d'organisation et de travail, de collaboration. Ouais. Merci beaucoup. Donc, effectivement, Franck qui va dans le sens d'Herman, à savoir, il faut s'organiser et pas seulement dans les moments tragiques, dans les moments négatifs, mais en tout temps. Partageons les valeurs qui font de nous des hommes, notamment la valeur sud-africaine de l'Ubuntu, je suis parce que tu es. Éric Joël, quel serait ton mot de la fin, s'il te plaît? Oui, alors mon mot de la fin, c'est un peu dans la lignée de mon dernier commentaire, de ma dernière intervention, c'est de dire à la diaspora peut-être de ne pas s'apitoyer, de ne pas avoir toujours peut-être un discours de victime. Bien entendu, c'est un acte très odieux qui s'est passé en Angleterre et moi-même je condamne ce type d'acte. Ça n'a pas de sa place où que ce soit sur cette terre. Mais je dis sincèrement à la diaspora de ne pas s'apitoyer, de ne pas se victimiser et de s'impliquer dans l'économie, dans la vie sociétale pleinement dans les pays, les villes dans lesquelles ils sont. Parce que je pense que c'est le seul moyen pour justement parfois faire changer certaines mentalités auprès des personnes qui sont dans ces pays d'accueil, qui ont peut-être une image figée de l'étranger, une image figée de l'Africain. Encore ce boxeur camerounais que l'on connaît qui disait que lorsqu'il discutait avec un de ses amis, il pensait que l'Afrique c'était des girafes. Donc il est très important qu'on arrête de penser que l'étranger, la diaspora africaine, c'est celui qui vient demander de l'argent, c'est celui qui vient profiter du système, c'est celui qui vient peut-être tuer. Il faut que ce discours change, que ça change. Et le seul moyen pour le faire, c'est vraiment d'impacter en intégrant vraiment les différentes sphères de la société, des pays dans lesquels ils vivent, pour montrer que voilà, on contribue aussi et on peut apporter beaucoup à ces pays dont ils sont eux-mêmes détenteurs de ces passeports-là aussi, c'est des Européens. Merci beaucoup, Éric Joël. Donc, on va toujours dans la même mouvance, qui est cette fois-ci de démontrer beaucoup de choses, notamment le génie
africain, si je ne me trompe pas. Monsieur Akoussa Pascal, la parole est à vous. Quel serait votre mot de la fin pour conclure ce débat? Alors, merci pour ce débat. Je pense qu'on a appris les uns des autres. On a partagé de bons moments. Merci à tous ceux qui ont participé à ce débat. Je te rappelle, le fondateur, monsieur le fondateur, que tu ne m'as pas posé la question, tu ne m'as pas demandé mon avis par rapport à quelles sont les solutions pour la diaspora aujourd'hui devant ces situations-là. Moi, je pense que ce n'est pas la seule solution qui consiste à s'engager totalement en politique ou bien à démontrer ses compétences par deux, par trois. Parce que parfois, quand on est en Occident, il faut être génie doublement pour pouvoir se faire voir. Ça, je le précise. Parce que j'ai enseigné, que ce soit en primaire et à l'université ici. Je sais de quoi je parle. Moi, ma solution, ce n'est pas une solution unique, mais je pense que le retour en Afrique est aussi parmi les solutions. Et l'autre solution que je pense plus efficace, c'est de se faire respecter. Nos pays africains doivent se faire respecter. Quand c'est un Chinois qui fait quelque chose, même si c'est mal, au moins on a un respect pour la Chine. Ça ne se fera pas de la même manière. Alors, je veux finir ce débat en disant que j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées avec mon avis. Et chacun et chacune traverse des situations différentes selon son emplacement en France ou ailleurs. Et donc, les expériences peuvent être différentes. Et donc, nous avons donné nos avis. Donc, que personne ne soit frustré parce qu'on a donné des avis. L'autre chose, c'est que si c'est un Européen qui fait la même chose en Afrique, c'est à condamner. Et je comprends que le peuple anglais s'est révolté. Parce que une fois, deux fois, trois fois, ça devient de trop. Et puis voilà. Mais je rappelle aussi que, donc je comprends le peuple anglais, et je rappelle que ça se fait aussi dans l'autre sens. Moi, je ne veux pas voir les chiffres en disant que parce que l'autre a tué l'autre, l'autre aussi doit tuer l'autre. C'est pas ça le sujet. Il y a un doctorant béninois togolais, il y a des filles togolais, des gens qui ont été tués de façon lâche entre-temps en France et autres. On a des choses en tête. Donc, il y avait des marches du peuple africain, des Ivoiriens et tout, mais après, ça n'a abouti à rien, même pas d'enquête. Je vous le dis. Donc, ce sont des choses qui se passent. Ce n'est pas dire que ça doit se compléter, celui-ci a fait ça, donc celui-ci aussi doit faire ça. C'est à condamner. Mais aujourd'hui, je pense que s'il s'agit du peuple africain, nous devons prendre conscience que nous devons nous faire respecter et nous devons aussi savoir que nous aussi, nous avons une patrie. Moi, c'est ce qui est ma conviction. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup, monsieur Pascal Akoussa, donc, qui prône effectivement cette solution du retour en Afrique, à retourner en Afrique et apporter ses compétences, ses talents, être dans des États et les structurer, et justement que ces États puissent maintenant rentrer sur la scène internationale. Il y a eu la comparaison justement avec les Chinois. Effectivement, lorsque quelque chose se passe pour un ressortissant chinois, la diplomatie chinoise parfois rentre en jeu aussi. Donc, c'est sur ces paroles que Pascal aussi veut mettre l'accent. Je vais basculer désormais à Sénat. Sénat, quel serait ton mot de la fin? Alors, merci Messan et merci à tout le monde pour ce live, très intéressant. Je partage tout ce qui a été dit avant moi, du coup, j'ai plus grand-chose à dire. Mais comme on le dit souvent sur cette chaîne, pour ceux qui veulent rentrer, voilà, mettez en place ces stratégies. Et ceux qui veulent rester là où ils sont aussi, maîtriser son environnement, je pense que c'est très important. Partout où on soit, essayer de maîtriser les codes et l'environnement dans lequel on se trouve. Je pense que ça peut faire partie des solutions à mettre en œuvre pour se protéger. Merci beaucoup, Sénat. Donc voilà, on est sur une réponse qui est nuancée en fonction de votre décision. Si jamais vous voulez rester en Europe, il faut maîtriser les codes. Il y a certains codes, il y a beaucoup, et effectivement, ça pourrait être l'objet d'un débat. Il y a beaucoup de codes qui ne sont pas forcément respectés par les personnes d'origine africaine lorsqu'elles se trouvent en Occident. Sachez
maîtriser ces codes-là afin de mieux connaître les règles du système et puis d'être moins l'objet, disons, de critiques. Est-ce que j'ai raison quand je traduis un peu ta conclusion comme ça, Sénat? Non, c'est ça. C'est tout à fait ça. D'accord. Et puis pour celles et ceux qui veulent rentrer en Afrique, comme Sénat et moi, comme nous l'avons fait, ici nous sommes les deux qui sommes en Afrique, dans deux parties de l'Afrique différentes. Mettez en place Je veux préciser, je veux juste faire une précision. Vas-y, Je veux dis. préciser que je vis dans un pays actuellement où les Français sont bannis, entre guillemets, et il n'y a aucun moyen pour les Français d'avoir un visa par la voie légale. Donc, du coup, c'est assez marrant de vivre dans un pays où la France est, en tout cas, la diplomatie française et les Français en général sont mal vus et ne sont pas du tout les bienvenus. Merci beaucoup. Peut-être pour celles et ceux qui n'ont pas vu la présentation de Sénat au début, il vit au Burkina Faso, le Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré, membre de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Je vais enchaîner, comme on dit souvent en anglais, pour notre amie anglaise de Londres, the last but not the least. Christina, quel serait ton mot de la fin, s'il te plaît? Donc, le mot de la fin, ce n'est pas d'excuser ce qui se passe ou de se victimiser, c'est de se prendre en main, d'être conscient. Effectivement, on a besoin d'avoir des communautés noires beaucoup plus fortes qu'elles ne sont, de deux côtés, que ce soit en Occident et du côté africain, pour se faire respecter, pas maltraiter, pas toujours perçus comme des personnes qui viennent profiter. Et du coup, ça passe par plusieurs biais, ça passe par l'éducation, le travail, le réseau, intégrer effectivement certaines instances si elles nous laissent passer, parce qu'elles nous laissent pas toujours passer. Il faut se réveiller aussi un petit peu. C'est pas parce qu'il y a des flambeaux ou des personnes qu'on a mis un petit peu là, elles ne font rien après de l'autre côté. Donc oui, il faut être lucide en fait. Il faut connaître les codes de chaque environnement où on évolue en fait, parce que je pense que des fois on est un peu trop dans notre bulle et on réalise pas les enjeux géopolitiques qui nous entourent. Et c'est pour ça qu'on devient des numéros, en fait, entre guillemets, dans le système, parce qu'on ne comprend pas comment il fonctionne et on est les derniers. Et je suis la première, justement, à avoir encouragé tous les gens que je connais à aller à l'étranger. Donc, voilà. Je veux dire, même ma coiffeuse ivoirienne, elle est en Suisse maintenant. Donc, voilà. Je suis quelqu'un qui a toujours poussé tout le monde autour de moi. Donc, je suis pour la Black Excellence. Je suis pour le fait de monter, progresser, grandir, faire monter la communauté et pas juste d'être là en victime, en fait, du système. Voilà. Bon, tout. Merci. Merci. Ton micro, fondateur. Oui, Tu es en mute. Merci Pascal. Il faut lutter, il faut se battre partout où nous sommes. Il faut connaître les règles du jeu. Il faut savoir jouer avec elles. Il faut savoir exceller. Il faut savoir s'organiser. Il faut savoir adopter des stratégies partout où nous sommes afin de réussir. Donc c'est le premier débat d'une longue série. Ça viendra normalement tous les dimanches. Ça pourrait peut-être être d'autres jours de la semaine. Restez à l'affût. Pour celles et ceux qui ne connaissaient pas Way Back to Africa et qui sont intéressés par la thématique, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté. C'est ici, dans la description. Vous remplissez le formulaire et vous rejoignez la communauté. Donc, la communauté de Way Back to Africa, qui, je le rappelle, malgré ce que disent les commentaires, que personne ne rentrera en Afrique, c'est une communauté qui se veut d'Africains et d'Afro-descendants qui souhaitent justement faire ce pas du retour en Afrique. Certains sont rentrés, comme Sénat et moi. D'autres sont rentrés et sont repartis, comme Éric Joël, par exemple. D'autres ont grandi en Afrique, comme Franck Dossai, sont partis ensuite en Angleterre, en Suisse, comme Pascal aussi, qui a grandi au Togo et qui est actuellement en France. C'est une communauté qui est très variée, mais qui a de cela en commun, que les gens veulent retourner en Afrique, faire de belles choses en Afrique, faire avancer notre continent, le continent, la terre-mère, comme on l'appelle. Et on a des avis qui sont différents. Aujourd'hui, vous avez entendu des avis qui étaient parfois complémentaires, parfois opposés. C'est ce qu'on essaie de faire sur Way Back to Africa. On essaie de mener des débats qui nous font toutes et tous grandir. Pour celles et ceux qui nous ont écoutés, merci à vous. Je vais vous inviter encore une nouvelle fois à faire les 3 HT qui sauvent, à savoir
1, aimez la vidéo, c'est très important pour le référencement. 2, commentez la vidéo. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous étiez d'accord, pas d'accord? Et puis 3, ne soyez pas égoïste. On a parlé de la dynamique Ubuntu. Je suis parce que tu es. Donc, ne soyez pas égoïste. Partage la vidéo autour de toi, au moins sur un de tes réseaux sociaux, à savoir notamment, tu as WhatsApp, tu as Facebook, tu as Instagram. Partage cette vidéo qui est très édifiante. Donc, je vais clôturer la vidéo. C'était Messan Frédéric Akakpovi de la chaîne Webback to Africa et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme on dit dans ma langue, Ezinde.